J'allais dire, j'allais faire une petite intro. C'est la pire intro. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce live. Vous êtes déjà nombreux dans le chat. Aujourd'hui, c'est la reprise de Parcours de streameuse, toujours en partenariat avec la Banque Postale. Merci à eux de nous accompagner sur ce format qui me tient à cœur parce que ça permet de revenir sur des carrières florissantes, des carrières incroyables de jeunes femmes accomplies. Et aujourd'hui, c'est Enjoy Phoenix, mon invité. Comment ça va? Ça va, merci de m'inviter, je suis trop contente. C'est vrai qu'on en a parlé un peu en off, on a plein de trucs à se dire. Oh ouais, franchement, je disais Enjoy Phoenix, c'est quand même, et quand je dis Enjoy Phoenix, il y a Marie Lopez, mais il y a Enjoy Phoenix sur Internet, c'est plus d'une décennie d'histoire. Oh. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que j'aurai ma place dans les bouquins d'histoire? C'est Lina, là, ce live. C'est clairement une archive de Lina. Alors, juste avant de commencer, vous avez une commande dans le chat, c'est !LBP pour tout savoir justement sur le Gaming Pass par la Banque Postale. Et vous aurez l'occasion en fait, de découvrir plein de vidéos qui ont déjà été faites, notamment les autres parcours de streameuses et plein de profils différents issus du monde du gaming, les différents métiers que vous pourrez aussi exercer si eh bien, l'envie vous y prenez. Alors, on va commencer par la genèse de Marie Lopez. Je suis allée sur Internet et je t'avoue que c'était déjà le schisme. Ah J'ai trouvé que tu étais née donc, le 18 mars 1995, entre Lyon, selon Gala, ou Paris, selon Wikipédia. C'est super drôle. Ou Suisse, selon d'autres biographies. Ah ouais, d'accord. Où est la vérité? Alors, la vérité... Donc, je suis née à Paris. Ok. J'ai grandi et vécu la moitié de ma vie à Lyon. Ok. Et j'ai la double nationalité suisse. D'accord. Voilà, t'as remis les pièces du puzzle ensemble. C'est incroyable. Suisse par l'un de tes parents? Par ma mère, ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc voilà. J'ai pas pour projet d'aller vivre là-bas, pour être très honnête avec toi. Ouais. C'est pas un pays qui me hype. Qui te fait rêver et tout? Non, pas trop. Mais voilà, donc c'est le fun fact. On embrasse Tonton et le grand JD. La Suisse, c'est pas ouf, visiblement. Voilà. Les collabs. Voilà, n'hésitez pas à fait ça, évidemment. Alors, tu as grandi, du coup, avec plusieurs frères et sœurs. Quelle était ta place, justement, dans cette fratrie? Tu étais la plus jeune, la plus grande, un peu entre le milieu? Ouais, non, je suis l'aînée d'une fratrie. Donc, j'ai une sœur du même mariage, donc mon père et ma mère. Puis, mes parents ont divorcé et mon père s'est remarié. Et de cette union est né 2 garçons. Donc, en fait, on est 2 filles, 2 garçons. Je suis la première de 4. Waouh! Ouais, c'est une grosse responsabilité, ouais, c'est du taf. C'est du taf à plein temps. Heureusement, j'ai eu qu'un grand frère et c'est lui qui a eu du taf, du coup. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? On passe un petit peu l'enfance. Comment s'est passée, en fait, la scolarité de Marie Lopez? Écoute, pendant un moment, c'était plutôt chouette. Je pense que j'ai eu une scolarité assez normale jusqu'à mon arrivée au lycée. En fait, tu vois, tout a été OK, genre primaire, normal, collège normal. Ouais. Et lycée, vraiment, en seconde, j'ai senti la cassure. Mais je pense que c'est aussi l'âge où, tu vois, tous les ados commencent à découvrir aussi ce que c'est que leur place dans la société, la sexualité, l'image de soi, etc. Et en fait, il y a aussi ce truc qui fait que parfois, tu sais pas trop comment gérer tes émotions et donc tu harcèles les autres. Ouais. C'est un truc pour lequel j'ai été assez connue sur YouTube à la base. C'est parce que j'ai parlé du harcèlement que j'avais subi au lycée, en seconde. Et en fait, c'était une époque où on ne parlait pas du tout de harcèlement. Déjà, le harcèlement, ce n'était pas forcément un mot qui résonnait par rapport à ce qu'on subissait. Tu vois, on disait que c'était des blagues, des brimades. Mais des brimades, et ouais. Ouais, tu vois, on ne parlait jamais de vrai harcèlement. C'est vrai. Et moi, je savais que j'en avais vécu, donc, parce que j'étais allée voir quelqu'un, j'étais allée voir des psys, j'en avais parlé au proviseur de mon lycée. Enfin, bref, je savais mettre un mot là-dessus. Et quand j'en ai parlé dans une vidéo, il y a eu plein de retours tristement positifs, tu vois, qui me disaient « Ah, mais en fait, moi aussi, je suis victime de ça. Moi aussi, j'étais victime de ça. » Ah, il y a des gens qui ne réalisaient pas qu'ils en étaient victimes aussi. Ouais, c'est ça. Ils n'arrivaient pas à mettre un mot sur ce qu'ils subissaient. Ils savaient qu'ils étaient un peu le bouc émissaire, mais ils ne savaient pas vraiment... Enfin, tu vois, ils ne se rendaient pas compte que c'était grave, tu vois. Ouais. Et donc c'est arrivé malheureusement en seconde. J'ai vécu la pire année de toute ma vie. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre sur YouTube. Donc un peu pour chercher aussi une échappatoire, je pense à tout ça. Puis j'ai changé de lycée. J'ai fait mes 2 dernières années, première et terminale, dans un autre lycée. Ça s'est bien passé. D'accord. Vraiment, j'ai eu une année terrible. Et puis mes parents ont vite eu le réflexe de me prendre et me dire « Allez, c'est bon, maintenant, tu te casses, quoi. » Mais bon, mine de rien, 1 an de harcèlement, ça laisse quand même des séquelles à vie, tu vois. Ouais. Et donc c'est fou de se dire que ouais, c'est... Alors, il faut se dire qu'on est vraiment au début des youtubeurs.
Et tu es une des premières, si ce n'est la première, à mettre des mots là-dessus. D'ailleurs, tu le dis toi-même, tu t'es lancée sur YouTube à cette occasion. Donc, tu as tout juste 16 ans, tu te lances comme ça sur Internet. Ça fait peur, j'imagine. On a retrouvé la plus vieille vidéo sur ta chaîne. Je ne sais pas si c'est la première, en vérité. Est-ce que celle-là, c'est la première? T'étais toute pitchoune, hein. Celle-là, c'est pas la première, mais en tout cas, c'était la même année probablement. Donc, ouais, bah là, j'avais 16 ans, quoi. Enfin, là, on peut apprécier ma vraie couleur de cheveux naturelle. Donc, une toute jeune fille, quoi, qui se lance comme ça sur Internet. Ouais. Comment tes parents l'ont perçu, d'ailleurs? Bah, pour dire la vérité, au début, je leur ai pas dit. Ah ouais. Parce que j'avais peur qu'ils me disent non. Tu vois, le simple truc de la peur de l'interdiction de tes parents. T'as pas envie qu'ils te disent non, tu as juste envie de faire ton truc. Et puis parce que je sais pas, sur le coup, je me suis dit ouais, c'est un truc que je fais pour moi. Et bon, je leur ai pas spécialement dit, sauf que tu vois, un jour j'ai eu 1000 abonnés. Oui, bah oui. Et là, je me suis dit bon bah en fait, là, ça commence un peu à prendre de l'ampleur. Et un jour, je me suis fait reconnaître dans la rue à 16 ans et demi, tu vois. Avec un de tes parents Non, j'étais avec une copine du shopping. Heureusement, tu vois, il y a quelqu'un qui me regardait bizarrement. Sur le coup, j'ai pas capté. Tu t'es pas dit sur le moment, tiens, c'est ma chaîne YouTube. Ça m'a choqué vraiment. La personne est venue me voir et me dit j'ai regardé ta vidéo sur comment faire un tuto pour les cheveux et tout. J'étais là. C'est incroyable. Ouais, la meuf qui était avec moi, elle n'était pas au courant que je faisais ça sur YouTube. Donc là, il y a eu ce moment de gêne, tu vois. Ah oui. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon là, Marie, tu dois le dire à tes parents. Parce que, donc là, je l'ai dit à mes parents et je leur ai montré. Ils m'ont dit, oh. Mais je crois qu'ils n'avaient pas conscience du tout de ce que c'était. Ouais. Et même toi, j'imagine, parce que tu as été reconnue dans la rue. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit arriver tout le temps. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu n'avais même pas conscience de ce qu'était réellement Internet. En fait, tu jetais ton contenu. Et tu ne te doutais pas que tu pouvais croiser ta voisine Je crois qu'on n'avait pas... Puis tu sais, quand t'es jeune, tu réalises pas le danger, tu vois. Donc moi, mes parents m'avaient dit, le seul truc qu'on t'interdit de faire, c'est de donner ton adresse, ton nom, tu vois, ce genre de choses. Parce que c'était aussi les prémices d'Internet. Finalement, ça faisait pas très longtemps qu'Internet existait vraiment dans la vie quotidienne des gens. Donc je pense que mes parents, ils ont juste... ils se sont dit, on va être prudents et on va faire au mieux, quoi. Et à l'école, ça a été perçu comment ? Du coup... Parce que ça a fini par se savoir, j'imagine. Ça a fini par se savoir. Ça a été une des raisons de l'aggravement du harcèlement, forcément. Ah ouais. Donc après, quand j'ai changé de lycée, j'ai pris le parti de directement le dire. Ok, de pas essayer de le cacher. Classe avec qui je m'entendais bien, j'ai dit, au fait, voilà, je fais ça, c'est mon passe-temps. Mais juste pour débunker le truc, pour être sûre, tu vois, que si un jour elle tombait dessus, elle soit pas en mode, mais tu ne l'avais pas dit. Ouais. Que ça soit gênant. Qu'elle se sente plutôt complice que trahie d'un truc, quoi. Bizarrement, en fait, ça a toujours été bien pris, en fait. Donc, même par mes normal, profs, en plus, je faisais des blagues dessus. Les premières vidéos que tu fais, t'expliques justement donc, le harcèlement que tu as vécu. Tu fais des super tutos coiffure. Enfin, c'est hyper bienveillant à l'égard du public qui te regarde à l'époque. Donc, j'ai trouvé une vidéo où on aperçoit un peu plus ta chambre d'ado. On aperçoit une guitare. T'en joues? Ouais, c'était la guitare que mon père m'avait offert pour mon anniversaire. C'est une Fender Stratocaster. Oh, bah ça va, il a bon goût, papa, quoi. Ouais, il joue aussi, donc voilà, moi j'en avais demandé une. Et en fait, j'en jouais beaucoup à l'époque. C'était un truc que j'aimais beaucoup faire. Et puis en fait, avec le temps, c'est un truc qui m'a un peu... Je dirais pas que ça m'est passé, mais je suis vite tombée dans YouTube et YouTube est devenu mon hobby, en fait. Ouais. Et donc, je mangeais YouTube, je dormais YouTube, je vivais YouTube, je faisais que ça. Et donc, forcément, j'ai commencé à délaisser un peu mes autres... Tes autres passions. Mes autres passions, et ça en a fait partie. Mais je dois dire que ça fait quelques temps que je m'y suis un peu remis. Ah. Mais vraiment dans mon temps libre. Mais t'as un compagnon qui fait de la musique en plus, donc c'est peut-être sur son impulsion aussi. À force de le voir jouer, tu vois, il y a un moment où je me suis dit putain, mais en fait, mais moi aussi, je sais. Non, mais j'aimais bien faire ça. Je trouvais ça cool, donc ouais. J'ai pour projet de m'y remettre un petit peu juste pour décompresser, puis tu sais, penser à autre chose que le travail. Des fois, ça fait du bien aussi. Oh oui, clairement. Il y a également un drapeau des États-Unis dans l'image qu'on a aperçue, et je me suis toujours demandé. On a souvent dit Enjoy Phoenix, donc Enjoy pour Carpe Diem, aimer la vie, Phoenix parce que tu renais de tes cendres, mais aussi
La ville de Phoenix en Arizona, c'est un truc dont tu avais parlé dans j'en une avais vidéo. parlé parce que c'était une ville. Tu sais, le plus drôle dans l'histoire, c'est que je suis jamais allée. Mais ça te. Je suis jamais allée à Phoenix, mais en fait, je sais pas, j'avais. Tu sais, à la base, à l'époque, il y avait Twilight. Tu te rappelles de Twilight? Oui, bah oui. Et tu te rappelles que la mère de Bella, elle vivait à Phoenix en Arizona. Bon, et ben en fait, j'ai développé un espèce de truc autour de ça. Je suis allée regarder sur internet juste pour voir à quoi ça ressemblait. J'étais là, putain, mais ça a l'air trop bien. Il y a du soleil et des cactus, quoi. Ouais, voilà, dans ton idéal, t'y es jamais allé, mais comme t'es ado et que tu trouves que tout ce qui est en dehors de chez toi, c'est mieux, bah c'était forcément mieux, tu vois. Donc j'étais en mode, c'est cool, c'est stylé. Mais c'est là que je vois le gap des générations. Pardon, j'ai poqué sur le micro parce que ça veut dire qu'attends, quand t'avais 16 ans, tu découvrais Twilight. Attends, Non, j'avais déjà lu les Twilight, je crois. Hein. Attends, quand est-ce que j'ai lu Twilight pour la première fois? Je pense que je devais être en 5e. Donc j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Bah yes, moi je passais mon bac, c'est super. Allez, on continue. Il y a un train de live, merci beaucoup. Et sur ce, du coup... Bah c'est super, voilà, 34 ans la meuf, bon. Allez, on continue. Alors du coup, j'ai continué à scroller en fait et je suis toujours aussi larguée. Comme quoi, la transition, elle est assez naturelle. Je suis larguée. Tag. Top, flop. Bon, top, flop, ça va, je comprends. Un haul, je sais que c'est genre montrer ce qu'on a acheté, mais genre un tag, je ne sais toujours pas ce que c'est. Les tags à l'époque, c'était c'était des challenges ou c'était des questions, des suites de questions sur des thématiques et tu devais y répondre. C'était vraiment genre, je pense que c'était les prémices, tu sais, un petit peu comme les questionnaires que tu remplissais dans tes magazines quand tu étais ado. Mais c'était un peu la même chose en fait, genre, je sais pas, si t'étais un animal, tu vois, genre le tag, le pire truc, le machin. C'était toujours sur des thématiques comme ça et c'était... Pour pas mentir, c'était vraiment le genre de contenu super facile à tourner, parce qu'en gros, tu avais juste des questions, tu y répondais. Et c'était un peu des tests de personnalité, quoi. Attends, mais alors, j'adore, parce que dans le milieu de journalistique, maintenant, quand tu fais des interviews, ils appellent ça les interviews Madeleine de Proust. C'est un tag, c'est tout à fait un tag. Bah oui, c'est ça. Bah, en fait, tu es un caillou, c'est exactement ça. Mais c'était les tags de l'époque, genre, je sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça. Mais... Et c'était quoi? C'était des tendances venues des États-Unis? Des États-Unis, ouais, principalement. Tu vois, il y en avait toujours des nouveaux qui se créaient. Et puis après, tu voyais une collègue youtubeuse le faire, tu le faisais aussi. Enfin, tu sais, c'était un peu le truc. On te le demandait aussi dans les commentaires, finalement, genre, tu pourrais faire le tag, la chanson qui? Je me rappellerai toujours toute ma vie. C'était genre, en gros, la chanson qui te rappelle ta mère. La chanson, genre machin. Et donc toi, tu répondais bêtement à ce truc. Je découvre ça en 2023. Ouais. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que vraiment, quand il répond, sur le coup, tu as l'impression vraiment d'apporter une réponse, un truc intéressant. Mais moi, ça se fait encore sur Instagram. Ça se fait sur TikTok maintenant, tu vois, ce genre de truc avec les filtres et tout. Mais tu vois, sur le coup, moi, quand je dis ça, je suis en mode, mais est-ce qu'aujourd'hui, je regarderais ce genre de contenu? Non. Tu crois? Ça marche encore, je pense. Hein. Je crois que c'était une autre époque en vrai. Il y a un truc sur Instagram, qu'est-ce qu'il y a dans ta galerie, montre les 4 photos qui te définissent. C'est un peu ça, t'as raison. Un peu ça en vérité. Hein. Ça fonctionne toujours. C'est juste que c'est fait différemment, mais c'est toujours la même volonté, je pense. C'est toujours parler de soi, quoi. Ouais. Complètement. Alors j'ai trouvé ta vidéo, genre la 100e vidéo, 2 millions de vues. C'est incroyable. C'est cringe as fuck, mais c'est mignon. Mais non, c'est trop mignon. C'est un peu cringe. 100 vidéos, c'est incroyable. À ce moment-là, c'est un palier pour toi. En fait, alors déjà c'est un palier parce que je crois que quand j'ai commencé, je m'imaginais pas du tout, que ça continuerait. Tu vois, moi j'ai toujours été le genre de fille à jamais faire la même passion, enfin tu vois, avoir plein de passions différentes. Ouais. Genre j'ai testé plein de trucs depuis que je suis ado. J'ai fait plein de types de sports différents. Tu sais, j'ai toujours testé plein de trucs, mais j'avais pas un truc auquel je restais accrochée. Donc pour moi, 100 vidéos, c'était énorme. Et dans la 100e vidéo, j'ai aussi expliqué le pourquoi du comment j'avais vraiment commencé YouTube. Et c'est dans cette vidéo que j'ai parlé pour la première fois de mon harcèlement. Et quel courage. C'est là que ça a un peu buzzé. Et c'est là où les gens disent « Ah putain !» Et donc par la suite, j'ai fait une vidéo pour expliquer vraiment ce qui s'était passé. Mais il m'a fallu quand même 100 vidéos. 100 vidéos, 100 vidéos avant de me dire, bon, il faudrait peut-être que j'explique les raisons de pourquoi j'ai commencé à faire ça. Parce qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qui lui a pris à cette gamine de 16 ans un jour piquer la caméra de sa daronne et faire une vidéo genre, et t'étais pas obligée, mais t'as toujours eu cette proximité avec ta communauté finalement. Et t'avais envie de leur dire aussi pourquoi t'étais là. En fait, je recevais tellement d'amour à ce moment-là, c'était dingue, vraiment. Mais tu sais, je crois que c'était l'apogée de la bienveillance sur les réseaux. C'était aujourd'hui...
MDR, on va y revenir. MDR. Mais avant, c'était vraiment que du partage. Vraiment, s'il y avait un commentaire négatif par mois, c'était le max, quoi, tu vois. Ouais. Et vraiment, les gens, ils étaient tous bienveillants. C'était tous, j'adore ta vidéo, j'adore ta coiffure, j'adore ton truc. En fait, quand tu as vraiment des gens comme ça qui t'entourent, qui sont avec toi, tu n'as qu'une seule envie, finalement, c'est de leur rendre, tu vois. Complètement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, parce que je continue toujours à faire des vidéos, c'est toujours un truc que j'aime, mais j'en fais moins. Et les gens, ils ont ce truc de ah ouais, mais de toute façon maintenant, elle en fait moins. T'as changé. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas que moi qui ai changé. Ouais. Eux aussi, ils sont changés. Bien sûr. En fait, tu peux pas t'attendre à recevoir de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse, tu vois, quand derrière, t'en reçois pas. Enfin, je veux dire, faut pas être maso à un moment donné, tu vois. Ouais. C'est du donnant-donnant, en fait. C'était pas la même époque. Non, vraiment pas. Tu dirais que c'était mieux avant? Ouais. Bon, en vrai, oui. On va pas se mentir. Ouais, c'était mieux avant, ouais. C'était moins toxique. Bref. Alors, j'ai trouvé, franchement, je t'ai dit, hein, c'est de l'archive INA. J'ai trouvé tes premières vidéos collab. Donc, vraiment, non, mais c'est trop bien. Des youtubeuses. Oui, j'avais jamais ressorti celle-là. Mais qui se réunissent. Oh, waouh. Il y a Sananas, quoi. Ouais. Qui se réunissent entre elles pour faire des vidéos ensemble. Comment ça s'organise? Encore une fois, à l'époque, t'es même pas majeur. Comment t'expliques à tes parents alors que là, tu vas rencontrer des meufs? Je crois que j'étais majeure. Ah là, t'étais majeure? Je crois que je devais avoir... mais si j'avais 19 ans, c'était le bout du monde. Hein. Ouais. En fait, mes parents, très tôt... Alors, moi, dès que j'ai vite, en fait, pris mon indépendance et je suis partie de chez moi à 18 ans. Ouais. Et après, on commençait à arriver, tu vois, tous les événements de marque, les prémices de l'influence, en fait, qui étaient tous principalement à Paris, en fait. Ouais. Et donc, j'y allais de temps en temps. Et puis, forcément, j'avais noué quelques amitiés avec des filles, parce qu'on était très peu à ce moment-là hein, sur YouTube, donc on se connaissait toutes. Il y avait aussi le lot de drama, tout ce qui va avec. Mais en tout cas, on avait aussi, je pense, toutes compris que pour monter, il fallait qu'on collabore, tu vois, tout simplement. Il y a des filles avec qui j'ai collaboré parce que j'avais vraiment une amitié profonde avec elles. Et puis, bon, bien sûr, avec le temps, ça s'érode un peu, mais je pense qu'à ce moment-là, c'était plus, tu vois, genre des copines ensemble qui passent un bon moment, tu vois. C'était bonne ambiance, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je me demandais, parce qu'à cette époque, 9 ans en arrière, tu faisais déjà le tour de la France pour rencontrer tes fans. Tu as toute une série de meet-up. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Non. Déjà, d'un point de vue sécurité, c'est une galère. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était une autre époque, dans le sens où faut savoir que pour que, là, tu le vois dans cette vidéo, en fait, je suis en train de donner rendez-vous à des gens que je ne connais pas dans des parcs de telle heure à telle heure. Bonjour pédophile de France. Tu vois le délire. Mais oui. Mais aujourd'hui, tu ne pourrais... c'est pour ça, tu vois bien, en 2014, ça va faire... Oh putain, ça va faire... Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, ça pourrait pas être comme ça. C'est impossible. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on était totalement inconscients. Et d'ailleurs, ça nous arrivait de... Moi, j'avais jamais prévu l'ampleur de la chose. Donc, tu te doutais pas qu'il y aurait autant de gens qui se déplaceraient? J'arrivais, il y avait 4000 personnes dans un parc. Incroyable. C'est comme si aujourd'hui, Inox, en fait, faisait un truc et disait, je vous donne rendez-vous là, au Parc Monceau. Au Parc Monceau, oui, c'est ça. Oui, voilà, de telle heure à telle heure. Mais la police débarquait. Genre, mais mademoiselle, vous êtes qui? Vous faites quoi? Faut vous disperser. Moi, je comprenais pas pourquoi. Mais tu sais, vraiment, la gamine qui n'a aucune conscience. J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 19 ans aujourd'hui, ils ont 3 fois plus conscience des dangers, en fait, qui nous entourent, tu vois. Avec, malheureusement, tout ce qui s'est passé, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont vraiment... Ils ont l'œil plus ouvert. Mais moi, je te jure, à ce moment-là, j'étais... Mais qu'est-ce qui va se passer, genre? Oui, au pire. Au pire, il y aura des dizaines de personnes, 4000 personnes. Non, mais vraiment, mais ouais, c'était une époque, genre. C'était une époque. C'est incroyable. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des gens de cette époque qui te suivent encore? Ouais. Waouh, qui ont grandi avec toi. Des fois, quand je fais encore pas des meet-up, mais tu vois, quand je fais des pop-up stores, etc., pour mes 2 autres boutiques, et que je suis là, genre même ne serait-ce que 2 heures, il y a des gens qui viennent et qui me montrent des photos qu'on avait pris ensemble, mais genre à l'époque. Oh merde, donc les photos, t'es là, genre. Mais c'est trop touchant. Ouais, c'est trop mignon. C'est vraiment mimi. Donc ouais, je sais qu'il y a une grosse partie de ma communauté qui ont continué à me suivre de manière sporadique. Pas forcément toujours à fond. Puis pas sur tout ce que tu fais, mais qui sont là, toujours un peu là, tu vois. Et ça me touche, parce que je me dis, tu vois, c'est un peu comme si j'étais le phare dans la nuit, tu vois. Et les gens reviennent c'est cool, par affect. C'est cool. Alors, je pense qu'il y en a dans le chat. On est là, je suis là depuis 2013-2014.
Team déjà là en 2011, nous dit putain. Elina, pardon, bah, c'est incroyable. Ça date 2011, mais tu vois ce que c'est? Ouais, il y a beaucoup de monde, hein. C'est vraiment cool, hein. Merci d'être aussi nombreux pour Marie. Alors justement, dans tes premières vidéos, il y a aussi les premières collaborations, ce qui était finalement, comme tu dis, les prémices des premières sponsors. Les marques de beauté, comme L'Oréal, etc., te font confiance. Et en parallèle, tu abordes des sujets qui nous concernent absolument tous, mais aussi qui concernent surtout les jeunes filles, l'acné, le poids, le corps qui change, les vergetures. Toi, ta chaîne, ça a toujours été un média finalement pour parler aux gens? Ouais, et je pense qu'en fait, à cette époque, c'était... Bah, tu vois, maintenant, on a vraiment... Enfin, je te dis, j'ai l'impression que c'est... faut vraiment l'imaginer comme deux époques différentes. Aujourd'hui, on a vachement ouvert la parole sur tous ces sujets-là. Il y a énormément de médias féminins positifs qui existent et qui sont là pour mettre en avant et pour normaliser des choses qu'à l'époque, on ne normalisait pas. Et donc, moi, j'avais le besoin de parler de sujets dont on ne parlait pas, donc comme les vergetures. Je suis désolée. Bon, moi, tristement, j'ai eu des vergetures à... J'en ai plein. Salut. Tu vois, genre le jour où j'ai grandi, le jour où j'ai eu mes règles, j'ai eu des vergetures. Donc je vais te dire, c'était vraiment pas fun. Quand t'as 11 ans et que t'oses pas aller à la piscine de l'école parce que t'as les fesses griffées de vergetures violettes, c'est super traumatisant, tu vois. Et dans ma classe, il y avait pas de meufs qui avaient ça. Il n'y en avait pas. Et c'était pas représentatif du tout pour moi. Et donc je me suis dit, mais non, mais ça, je dois en parler parce que je suis intimement persuadée que je suis pas seule. Pareil pour l'acné. Malheureusement, moi, j'ai eu de l'acné hyper tardif et hyper tard. Genre, j'ai été obligée de faire Roaccutane et tout. Enfin, un enfer. Oh, l'enfer. Franchement, j'en ai eu de mes 18 à mes 25 et c'était à 25 que j'ai décidé de faire Roaccutane en plein confinement. Ah oui. Ah d'accord, t'as attendu le dernier moment. Je voulais pas, j'avais peur que ça soit, enfin j'avais juste peur que ça soit trop, c'était un traitement qui me faisait un peu peur vu que moi, c'est un traitement qui est très lourd pour ceux qui savent pas. Ma santé mentale qui est toujours un peu branlante et tout, j'étais là, est-ce que j'ai envie de le faire? Donc j'ai attendu. J'ai bien fait de le faire parce que c'était une bonne décision, mais tu vois, c'était plein de trucs en fait on n'en parlait juste pas. Et je trouvais ça super dommage et je me disais mais non, parce que je suis sûre que ça peut rassurer plein de personnes de savoir qu'elles ne sont pas seules en fait à vivre toutes ces problématiques et autant en parler puisque visiblement personne ne le fait, donc autant le faire, tu vois. Puis surtout dans ce milieu, ça peut très vite escalader dans vendre du rêve, une vie de rêve, etc. Et c'est bien de leur rappeler aussi que bah oui, on a des boutons et on pète. C'est une vérité. Comment ça? On pète. Vrai? Marie Lopez pète aussi, je vous le dis sur ce live. Il y a 8 ans, tu sors ton premier livre. Tu es une pionnière en la matière, clairement. Raconte-nous cette aventure, cette énième aventure, cette escalade. Et comment sont tes parents encore à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont toujours en mode... Elle fait des vidéos dans sa chambre ou il commence à capter que c'est un truc de fou? Le premier livre, je crois qu'il est sorti en 2015, je sais plus. C'était mon prime, je crois. Je crois que c'était mon prime sur YouTube. Fun fact, je l'ai sorti le même jour ou la même semaine que Natou, en fait. En fait, on était les deux premières et on l'a sorti la même semaine. Je pense que les maisons d'édition, elles se sont bien entendues, quoi. Écoute, en fait, moi, j'ai toujours beaucoup écrit, genre, mais pour moi, tu vois, un peu en mode journal intime, vraiment exutoire. Chose que je fais moins aujourd'hui, mais je l'ai toujours beaucoup fait, j'ai toujours trouvé ça chouette. Et puis, il y a une maison d'édition qui est venue à mon contact, qui est venue vers moi et qui m'a proposé, en fait, de sortir un livre. Et sur le coup, j'étais là, mais... Je suis jeune, que puis-je raconter? Genre, j'ai 20 ans, qu'est-ce que tu veux? Enfin, j'avais 19 ans, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Moi, je ne vais pas te raconter ma vie, je ne vais pas faire une biographie, je ne sais pas. Et puis, en discutant un peu avec mes parents, ils m'ont dit, mais nous, on trouve que c'est chouette parce que ça te permettrait de faire aussi un condensé de toutes tes vidéos et de tes expériences un peu en mode journal intime. Et de tout condenser dans un livre, un petit peu comme, tu sais, à l'époque, bon, aujourd'hui, c'est super toxique, il ne faut pas lire ça. Mais tu te rappelles le guide des ados? Je suis née en 89. Je suis sûre que tu l'as. Je crois que j'étais à la fac quand le guide des ados est sorti. Je rigole, j'ai balle. Mais... Le guide des ados, c'était genre une espèce de bible avec des bordels dedans. Enfin, tu sais, genre comment faire pour draguer une meuf. Bref, c'était hyper toxique. Mais aujourd'hui, si tu regardes le truc, c'est méga problématique. Ce serait problématique. Super problématique. Quel enfer. Mais c'était un peu la vibe de se dire, en fait, c'est plus un guide sans en être un destiné à toutes ces personnes qui ont besoin un peu d'un guide pour passer à travers l'adolescence, tu vois. Mais de la part d'une meuf qui en a chié un peu, tu vois. Donc c'était un peu l'idée de ce livre-là, et donc je m'y suis mise, je me suis dit, vas-y, ça me
je vais le faire. Ouais. Ça me chauffe. Et donc mes parents étaient derrière moi, ils m'ont aidé à corriger toutes les multiples fautes d'orthographe que je faisais. Tu vois, ils m'ont aidé là-dessus et puis ils m'ont soutenu quand j'ai fait ma tournée des signatures aussi, parce que ça a été un gros... Bah, il y avait du monde. Bah ouais, c'est clairement, je me souviens d'avoir vu des vidéos sur ça. On me dit le guide du Zizi de Titeuf aussi, super ref. Mais oui, le Dico des filles. C'est vrai qu'on... des filles, oui. En vrai, on avait aussi des guides qui étaient parfois des BD, parfois des... Mais bon, c'était une manière aussi de parler aux ados, quoi. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on continue parce que je retiens quand même qu'il y a eu un make-up à la serpillière, quand même, une fois. Alors, on n'a plus le retour. N'hésitez pas à nous... Quoi? Oui, alors, je l'ai vu sur la miniature. Tu as une serpillière et tu te maquilles avec. Et j'ai besoin d'explications. Par contre, je crois que j'ai oublié ça. Bah, moi, j'ai pas oublié. Internet n'oublie pas. C'est drôle parce que j'ai vraiment, tu vois, je crois que mon cerveau, il a fait un blocage de ça. C'est vrai. Tu te souviens pas de cette miniature? Je te jure que je m'en rappelle pas du tout, genre. Écoute, ils sont en train de rallumer la... Oui. Mais pourquoi j'ai fait ça? Ah bah c'est ma première question déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben je suis désolée de te dire que j'ai pas la réponse à cette question. Vraiment, je pense que ça. C'était quoi le titre de la vidéo là? Tu me balances ça hors contexte. Je me maquille à la serpillière. Vraiment, littéralement. Au moins c'est pas mon congé. Bah écoute, ça devait être un challenge, je pense. Voilà. Mais voilà, tu vois. La miniature est très très drôle. Alors du coup, je me disais, une fille qui parle de maquillage sur Internet, comment c'est perçu? Parce qu'on sait très vite, voilà, les commentaires de oui, t'es un pot de peinture, gna gna gna. Comment tu l'as vécu ça? Ben, en fait, le truc, c'est souvent ce que je dis, c'est que c'est assez triste, mais à la base, faut revenir, donc il y a 11 ans, t'avais 2 choix de carrière quand t'étais youtubeuse. Ouais, lifestyle, mode. Lifestyle, mode, beauté ou humour. Ah, bah oui, Natou et Phoenix. C'était l'un ou l'autre. Tu n'avais pas spécialement beaucoup d'options. Aujourd'hui, on serait là en train de dire mais attends, mais n'importe quoi, il y a plein d'autres... Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est super discriminant de croire que les filles, les femmes ne peuvent faire que ça sur Internet. C'est faux. Mais il fallait que le temps évolue. Et puis, de toute façon, moi, je me serais, à ce moment-là, pas sentie légitime dans autre chose. Ouais. Parce que c'est la société qui faisait que je me sentais pas légitime ailleurs. Donc j'ai commencé à faire du lifestyle, de la beauté, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'en fais plus, ou du moins plus autant, parce que je me rends compte que je me définis pas du tout que par ça. Et je l'ai surtout fait par passion à l'époque, parce que tu sais, c'est la découverte de toi, tu commences à apprécier, à prendre soin de toi, te maquiller, etc. Mais est-ce que je le referai aujourd'hui en commençant par ça? Je crois pas, parce que effectivement ça m'a mis dans une case qui a été très très difficile, et même encore aujourd'hui, je pense que les gens sur le chat qui sont aussi là sur mes lives, ils doivent être en train de rigoler derrière leur écran, parce que tu vois, je live quand même souvent sur Twitch, et en fait à chaque fois que les gens viennent, parce que je suis en Discovery ou je ne sais quoi, les gens disent « Elle faisait pas du make-up, elle ?» Bah ouais, alors que là, elle est en train de tomber un boss dans un raid, c'est vraiment une autre ambiance. Et toi, t'es là genre « C'était il y a 10 ans ?» Ben oui, donc, oui. Est-ce que vraiment on est obligé, tu vois, de te ramener à ce truc-là et en fait, comme quoi les gens se souviennent. Internet se souvient, quoi. De tout, dont la serpillière. Et c'est comme si tu n'étais pas légitime quand tu as commencé à faire ça, de faire autre chose. Oui, ils ne veulent pas en fait changer de case. En fait, c'est tellement nostalgique pour eux. Et ils se sont tellement accrochés à ce truc parce que sûrement, à un moment de leur vie, ça leur a procuré du plaisir, ça leur a fait du bien, ça les a confortés. Et ça peut être un contenu doudou. Du coup, quand tu leur proposes autre chose, ils se sentent un peu perdus. Tu vois, ils sont un peu là genre « Ah mais non, moi j'ai Après, il y a autre chose. Tu vois, genre un peu genre la mode, et puis il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on y reviendra, mais Harry peut vous parler d'une maison hantée. Moi, je suis un peu dans les extrêmes. Sans transition. Moi, je suis un peu sans transition, tu vois. C'est vraiment sans transition, quoi, clairement. Mais est-ce que tu as eu la sensation, en fait, qu'à un moment, en t'étant trouvé ta safe place, tu vois, sur YouTube, pour parler aux gens, pour aussi t'armer contre ce harcèlement que tu as vécu quand tu avais 16 ans, est-ce que tu as vu, en fait, Internet changer et voir ce média se retourner contre toi? Ah ouais, tu vois, déjà j'ai commencé à vivre les premiers bad buzz. Ah, l'enfer. Et alors ça, du coup, t'es vraiment, mais je te jure, t'es pas... Aujourd'hui, j'ai l'impression... Alors, rien ne te prépare jamais à un bad buzz, rien. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on sait ce que c'est et on sait comment s'en prémunir et puis, allez, s'en détacher un peu quand ça t'arrive. Mais à l'époque, t'as cette shitstorm qui te tombe dessus et t'es là, wow. Mon tout premier scandale, qui sera ma marque de fabrique à jamais, c'est le fameux masque à la cannelle. Le fameux. Il y a le four aussi. Ah oui, c'est vrai.
À 300 degrés c'était le deuxième. Celsius. Et en fait, c'est vrai que je peux les expliquer aujourd'hui. Et franchement, je te jure, j'en fais des running gags. Moi, franchement, c'est un plaisir parce que je me dis, bah, tu sais quoi, c'était une époque et c'est drôle maintenant, a posteriori. Mais sur le moment, ça m'a fait prendre conscience en fait de la méchanceté de certaines personnes et surtout d'un espèce d'acharnement et de harcèlement que j'avais voulu quitter en allant sur YouTube et que j'ai retrouvé d'une manière différente. Donc ça m'a un peu, moi c'était un peu le PTSD, tu vois, j'étais un peu là genre, c'était pas fun. Parce que ça m'a rappelé plein de mauvais souvenirs et d'ailleurs je pense qu'à chaque fois que je me prends un mini bad buzz, en ce moment, bah, actuellement ça me le fait, c'est toujours un peu traumatisant. Mais oui, j'ai vu Internet changer, j'ai vu les commentaires changer, j'ai vu les commentaires devenir plus exigeants, j'ai vu les gens devenir aigris, j'ai vu les gens se mêler des choses qui ne les regardaient pas, j'ai vu les gens créer des dramas. J'ai vraiment vu en fait Internet devenir people, tu vois, alors qu'avant c'était coucou les potes, quoi, effectivement. Ça. Et donc, Et alors après, bon, le succès n'en finit plus. Hein. On en parlait je voyais dans le chat des gens qui disaient putain, cette période, Marie blonde, incroyable. Le succès n'en finit plus. Tu apparais dans Danse avec les stars et je crois que tu es la première figure d'Internet finalement qui participe à un programme télé en prime sur la chaîne, la première chaîne. Ouais, sur TF1. En fait, ils avaient pris... Parce que moi, si tu veux, quand ils m'ont proposé Danser avec les stars, j'ai pas été plus étonnée que ça. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aux États-Unis, il y avait une youtubeuse, peut-être que le chat s'en rappellera, il y avait une youtubeuse qui s'appelait Bethany Mota. Et c'était la youtubeuse lifestyle aux États-Unis. Vraiment, la meuf, elle sortait une routine, elle faisait 10 millions de vues. Wow. Oh, laisse tomber. C'était un mastodonte. Et moi, je m'en inspirais énormément pour mes vidéos. J'étais super fan d'elle, vraiment, j'étais fan d'elle. Et il lui avait proposé de faire la version donc, Dancing with the Stars là-bas, et elle l'avait fait. Et donc moi, quand ils m'ont proposé, j'ai fait oui, en fait... Il se cale un peu sur ce qui avait été fait. Et donc d'un côté, j'étais trop contente. Mais voilà, c'est pour dire d'où ça vient aussi. C'est pas tombé comme ça de nulle part. Mais oui, c'était la première fois. Et ça a été un gros challenge. Ça a été très, très challengeant. C'était la saison 6. Donc, il y avait déjà eu 5 saisons. Là, il y avait une volonté d'aller chercher peut-être un nouveau public. Je pense que les jeunes qu'on a envie d'attirer sur la télé ont plus envie de voir Enjoy Phoenix danser le tango. Qu'un artiste des années 80. Non, c'est clair. Et puis je pense que c'est toujours une question d'audience aussi, tu vois. Et d'ailleurs, sans son suivi, je crois que l'influenceuse qui a été prise dans la saison après moi, c'est Caroline Receveur. Et puis ensuite, on les connaît, hein, ils sont tous passés. Michou l'a fait il y a 2 ans. 2 ans, voilà, tu vois. Et donc voilà, c'est cool. Et je sais que j'ai un peu ouvert les portes. Et aujourd'hui, ça s'est normalisé de voir des youtubeurs, des influenceurs à la télé, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Complètement. Donc justement, est-ce que tu as dû essuyer un peu les pots cassés? Est-ce que tu as senti une espèce de condescendance des gens ou des médias en mode qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Alors j'ai senti une condescendance de la part des autres participants. Ah ouais? Pas tous, mais parce que c'était un peu genre... Mais parce qu'en fait les gens savent pas, mais moi ça me fait trop rire. Je pourrais écrire un livre entier là-dessus sur cette expérience, mais dans les loges, les murs, c'est un papier filigrane. Hein. Oh, t'entends tout. Donc moi, j'entendais ce que les gens disaient de moi dans les autres loges. Il suffisait que le sèche-cheveux soit coupé et qu'on se taise dans la loge pour les entendre dire des choses. Donc je savais ce que les gens disaient, tu vois. Là, t'es revenue en seconde, les filles qui se tirent les cheveux. Alors que les gens qui participaient avec moi, ils étaient tous plus âgés, en fait, tu vois. C'était là, mais... Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, je pourrais le comprendre parce que c'est un peu genre, mais c'est qui cette gamine? Comment elle fait pour avoir autant de gens sur les réseaux sociaux? Comment elle fait pour être sauvée toutes les semaines alors qu'elle danse mal? Enfin, tu vois, c'est des trucs que j'ai pu entendre. Et donc, ça fait mal parce que tu te dis, en fait, bon, si je suis là et que tu es là aussi, c'est que probablement, il y a un truc qui nous unit tous les deux. Donc, commence pas c'est clair, on est tous un peu ensemble dans cette compète, donc il y a un moment... Et sur les réseaux, c'était pareil. Moi, j'ai vu de tout. Avant, quand j'ai annoncé ma participation à Danser avec les stars, j'ai vu plein de gens dire « j'espère qu'elle va se vautrer, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qui la star ?» Elle est où la star du coup, voilà. Alors que tu étais une véritable star des réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on est aussi allé te chercher à cette époque. C'est quoi la définition? Tu vois, tu mets le mot star sur quoi? Enfin, c'est quoi ta définition? Bien sûr, pour certains, je vais être une star, pour d'autres, je vais pas l'être. Mais tu vois, je trouve que c'était un peu difficile, c'est un peu dur, tu vois, de te prendre ça dans la gueule. T'es là, mais frère, en fait, je t'ai rien demandé, calme-toi, tu vois, vraiment, genre. Mais bon, c'était une époque où ça commençait à devenir un petit peu
un petit peu chaud, quoi. C'était un peu chaud. Puis tu avais déclaré que tu n'avais pas trop aimé, comme en témoigne cet article dégueulasse, atroce. Oh, j'adore. Il y a eu Fort Boyard aussi. Alors moi, ma question, c'est, toi, venant d'Internet, comment tu as trouvé cette incursion dans le monde de la télé, qui peut parfois être dramatique? Bah en fait, assez dur, mais je pense que c'est parce que... moi, c'est drôle, parce que quand j'en parle aujourd'hui avec des gens de mon entourage YouTube, influence et tout, qui par la suite ont fait des émissions de télé, type Dals, type Fort Boyard et tout ce qui s'ensuit, globalement, ils ont tous une expérience assez positive. Ouais. Et moi, malheureusement, j'en ai pas eu une. Et en fait, en prenant du recul, je sais pourquoi. C'est parce que j'étais la première et parce que forcément, c'était pas pareil, c'était pas vu de la même manière. Et donc, automatiquement, l'expérience, elle est différente. Il y a une émission que j'ai adoré faire, c'est Le meilleur pâtissier. Ouais. Je trouvais que c'était hyper bienveillant, je me sentais vraiment bien, les équipes étaient super chouettes, mais c'était plus tard déjà, tu vois. De l'eau avait coulé sous les ponts, c'était pas pareil. Mais ouais, il y a eu des émissions, en fait, c'était pas la faute des émissions en elles-mêmes, c'était plus la faute de ce que les gens disaient, de voir quelqu'un comme ça sur ces émissions-là. Mais après, globalement, je vais pas mentir, la télé, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde. Ouais. Tu sens qu'il y a beaucoup d'argent derrière, et tu connais les profits, tu sais qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Ouais, c'est une grosse machine. Tu parles du meilleur pâtissier, mais c'est aussi le concept de l'émission, c'est aller prendre des gens qu'on ne connaît pas et on regarde que leur talent. Alors que Danse avec les stars, on va prendre plein de stars qui sont des stars pour certains et des inconnus pour d'autres, comme tu disais. Et du coup, il y a tout de suite ces montées d'ego dans la même pièce. Et très vite, ça peut escalader, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu vois, tu as des stars de tous les milieux. Moi, j'avais jamais dansé de ma life. Ouais. Bah, ça s'est pas vu, attends. Combien d'heures d'entraînement C'était 6 heures d'entraînement par jour. Oh donc en fait, quand tu acceptes ça, tu mets en off tout le reste. Mais dis-toi que moi, je faisais encore 2 vidéos par semaine avec ça, hein. Plus mes daily vlogs. Hein. Wow. Tu sais que je sais pas comment j'ai fait. Hein. Aujourd'hui, je prends du recul là-dessus, je me dis... Ta santé mentale, comment elle était? Je crois que je ne savais pas ce que c'était la santé mentale. Ouais, on n'en parlait pas non plus. On n'en parlait pas non plus. Clairement. Donc 6 heures par jour. Est-ce que tu avais une semaine pour monter une chorégraphie qui allait être présente? Et vers la fin, tu avais 2 chorés. Plus une épreuve avec un coach. Donc 3. Et purée, clairement. C'était dur. Alors justement, on parlait tout à l'heure, tu le disais très bien, on ne sait pas trop où mettre le degré de star sur les gens. Tu avais fait une vidéo où tu parles des personnalités de télé-réalité. Récemment, on a beaucoup parlé d'une tribune qui a été signée par beaucoup d'influenceurs. Alors, je déteste ce mot et je pense que tu le détestes aussi. Qui a été signée par plusieurs agences, plusieurs personnalités qui justement avaient envie de mettre en lumière un projet sur lequel des gens travaillent depuis très longtemps pour que ce soit vertueux, pour que ce soit reconnu. Et que du coup, on ne fasse pas un amalgame aussi avec tous les placements de produits à chier. On va pas se mentir, des gens de la télé-réalité, et pas que. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension. La tribune a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été difficile. Donc en fait, quand j'ai fait cette vidéo, c'est super intéressant. C'est un bon exemple parce que du coup, ça retranscrit bien ce que moi je pense. La vidéo traitait sur le fait de la télé-réalité créer les nouveaux influenceurs. Ouais. Et on va pas se mentir, moi, j'ai jamais aimé qu'on m'amalgame avec ces influenceurs de télé-réalité et qu'on dise que je faisais le même taf qu'eux parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai jamais fait de placement de produits frauduleux, j'ai jamais fait de dropshipping, j'ai jamais vanté les mérites d'un traitement anticancéreux. Enfin voilà, t'as compris, j'ai jamais fait ça, je le ferai jamais, c'est pas dans mon éthique et c'est pas... Voilà. Donc ça me faisait chier en fait de toujours être collée à ces gens-là. C'était vraiment chiant. Quand j'entendais ces putains d'influenceurs, j'étais là, wouh! Oui, bah oui. Moi, ça fait 10 ans que je bosse. Moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé, puis je fais pas ça, tu vois, donc c'était un peu chiant. Et il y a eu du coup l'UMIC qui s'est fondé donc, pour justement mettre en place cette fameuse tribune qui a fait couler beaucoup d'encre, afin de faire comprendre au gouvernement qu'il fallait mettre en place des règles, des réglementations, justement pour éviter qu'on soit déjà tous mis dans le même panier et que les gens qui ne respectent pas les règles soient sanctionnés. Parce qu'il faut bien se dire que là, depuis tout à l'heure, on parle de l'influence, de YouTube, etc. Mais depuis 10 ans, on est un peu tous dans le noir. Hein. Ouais. Juridiquement parlant, au niveau des qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on fait les partenariats. Enfin, en fait, c'est tellement nouveau, et ça l'est pas tellement, mais c'est tellement nouveau pour l'État que il n'y a pas de règles qui ont été mises en place pour ce métier-là.
Donc, il fallait bien à un moment donné que ça cesse, parce que forcément, c'est la porte ouverte à toutes les conneries. Si tu ne mets pas de réglementation, à un moment donné, tout le monde va faire n'importe quoi. Donc, ça a été... en fait, toutes ces problématiques sont parvenues aux oreilles du gouvernement. Par quel biais ? Par le biais des influx voleurs. Et donc, c'est là où ça a commencé à partir en couille, parce que les Maëva Guénam, les Dylan Thierry, les machins, tout le monde en a parlé dans TPMP, c'est ce genre d'émission. Forcément, qui regarde TPMP, parce que vous croyez que c'est pas vrai, mais les politiciens, tout le monde regarde TPMP. Donc, ça arrive aux oreilles, et là, ils se disent « Oh, mais... dis donc, on va les taxer, ceux-là, là. Pourquoi ils font de l'argent. » Exactement, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant de ça ? Sauf que, du coup, ils nous ont mis, nous, dans le même panier qu'eux. Et là, il fallait taper du poing sur la table en disant « Par contre, là, avant que vous votiez des lois pour tous nous mettre dans la sauce, est-ce qu'on ne pourrait pas juste remettre l'église au milieu du village et bien faire la différence entre les créateurs de contenu et les influx voleurs ?» Voilà à quoi était destinée cette tribune initialement, en fait. Dire qu'on était d'accord pour qu'au Parlement soient votées des lois qui mettent en place des règles et des réglementations pour que tout soit respecté. Donc la mention partenariat rémunéré. Qui n'est toujours pas présente systématiquement. Il y en a qui... Malheureusement, non. Mais de toute façon, ça va être maintenant taxé. Donc ils vont être obligés de le mettre. Mais partenariat rémunéré, photos parfois retouchées aussi, les hashtags manger, bouger quand tu fais la promotion de bouffe, par exemple. Enfin bon, voilà, que tout ça soit respecté. Et la tribune a été écrite de telle manière, c'était une tribune pour, du coup, les députés, qui, eux, allaient voter les lois et les amendements. À ce moment-là, en fait, ce qui a été décrié, c'est le timing. C'est-à-dire qu'on est en pleine crise de la réforme des retraites, et il y a cette tribune, et on dit, mais attendez, en fait, le problème des Français, là, c'est la réforme des retraites. C'est pas... Mais en fait, c'est que la tribune était discutée, ce moment-là, en fait, à l'Assemblée. On n'y peut rien. Malheureusement, on n'est pas tributaire des timings. Et effectivement, c'est tombé pendant la réforme des retraites. Et que forcément, quand j'ai vu des tweets de gens dire « mais on n'en a rien à foutre de vos trucs », je comprends. Franchement, ça faisait un peu genre les gamins capricieux qui brassent des millions. Et puis en plus, la vérité, c'est que moi, si tu veux, la réforme des retraites me touche aussi. Donc en fait, je veux dire, il faut arrêter de croire que les influx ne sont pas touchés par la réforme des retraites. Non, puis ça nous touche, ça touche nos parents, ça touche exactement, ça touche nos parents, nos familles, nos amis. Donc bien sûr, mais à un moment donné, c'est mon métier, c'est ma profession. Bien sûr que je vais me battre pour mes droits. Ça tombe pendant cette réforme, pas de chance, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Il fallait bien qu'on en parle. Donc ça a été fortement décrié. Il y a des gens qui ne l'ont pas compris, il y a des gens qui l'ont mal interprété. S'en est suivi toute la polémique qu'on a vue et j'ai trouvé ça dommage parce que pour avoir vu l'expérience de l'intérieur, pour avoir été là dans les prémices de cette tribune, pour elle ne s'est pas écrite en 24 heures. Pour avoir assisté à des réunions, pour avoir parlé avec les personnes en question, pour avoir rencontré des gens, des députés, etc. Parce que j'en ai rencontré, je suis allée au Parlement, c'est des choses qu'on n'a pas vues sur les réseaux sociaux, mais voilà. J'ai trouvé ça un peu dur de voir tout le backlash qu'on s'est pris, pas tous, mais beaucoup, pour une cause en fait qui se veut surtout bonne aussi, non seulement pour les influenceurs mais aussi, et les créateurs de contenu, mais aussi pour les consommateurs. Bien sûr, qui sachent où mettre les pieds. Automatiquement, si on fait ça, c'est que nous-mêmes, on accepte que la mention partenariat rémunéré soit mise de partout pour que les gens, quand ils nous regardent, soient au courant qu'ils sont en train de regarder une pub. Donc c'est pas que pour nous. C'est pour tous les gens qui regardent, tu vois, c'est pour tout le monde. Mais ça n'a pas été... j'ai l'impression que ça n'a pas été compris, ça a été compris à l'envers, en fait. En fait, le timing, vraiment, réforme des retraites, plus la tribune qui fait mention du fait que, en fait, vous avez, comme tu disais, c'était un flou un peu artistique pendant des années. Ah ouais. Vous avez un peu essuyé les pots cassés, vous avez contractualisé les sponsorisations, vous avez monté des sociétés, etc. Et quand je dis vous, c'est moi aussi, j'ai monté une société. Il y a des employés, c'est aussi des choses concrètes qui font travailler des gens, qui créent de l'argent, qui créent de la valeur et de la richesse et de l'emploi. Et en fait, je pense que ce qui a été, à mon avis, mal perçu, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se battre pour la réforme des retraites et vous vous battez pour un peu votre gagne-pain. Et en fait, c'est juste une question de timing, c'est que vous vous battiez pour votre métier aussi. C'est une question de timing et puis c'est aussi, je pense que ça a été mal compris. Je pense que
pour les gens qui de base n'étaient pas forcément pro-influenceurs, si tu veux, c'était un petit peu l'occasion de venir encore, tu vois. Et c'est là qu'on a vu que l'amalgame était vraiment présent. Super fort, parce que, tu vois, j'ai vu des tweets passer en mode ouais, ils veulent pas qu'on les régule. T'as pas lu la tribune, en fait. Non, oui, au contraire. C'est pas possible. Justement, je suis en train de te dire que régule-moi, parce que justement, ça évitera qu'on fasse l'amalgame avec les gens qui font n'importe quoi. Clairement. Et effectivement, comme tu dis, moi, j'ai 10 employés, quoi. Je salarie 10 CDI. Donc crois-moi bien que j'ai envie que ça soit vertueux, qu'on ne te ferme pas la porte demain. Que je puisse continuer à payer mes employés, que tu vois, que par Mons et par Vent, je sois encore en capacité de leur proposer un emploi. Je suis pas en train de m'en mettre plein les poches. Faut arrêter de croire que c'est fini ce temps-là. Vraiment, c'est fini. Mais les gens, je sais pas, ils sont bloqués, quoi. Ils sont bloqués, c'est terrible. La France est en colère. Mais c'est vrai que ce que tu as mentionné et qui n'a pas été forcément dit en amont de cette tribune, c'est qu'il y a plein de gens qui sont aussi très respectés pour ce qu'ils font, notamment dans leur travail de désinformation, de débunkage, etc. De mise en lumière de la désinformation. Radi Radier, Jean Massier. C'est des gens qui ont été consultés. C'est des gens qui sont allés, comme toi, à la rencontre des décisionnaires pour justement leur dire voilà ce qu'il y avait, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est un peu décrié et voilà ce qu'on propose. Et d'ailleurs, il l'a bien montré par la suite, il y a des amendements qui sont arrivés, des choses qui n'étaient pas prévues dans le texte initial. Ce pourquoi on se bat et ce pourquoi moi j'ai signé cette tribune et que j'ai alerté sur... alors oui, je suis pour la régulation et d'ailleurs voilà à quoi servait la tribune. La tribune servait à dire je suis pour la régulation de l'influence et de la création de contenu, mais attention à ne pas tomber dans une espèce dans un espèce de flicage qui va être de l'ordre de là, tu n'as plus le droit de montrer ce livre parce qu'on te l'a envoyé, sauf si tu mets la mention sponsorisée. Alors qu'on te l'a juste envoyé en cadeau. On te l'a juste envoyé en cadeau. Tu n'as pas été payé pour en parler. Donc à ce moment-là, tu dois tout contractualiser. Après, là, on s'en sort plus. Où est la spontanéité ? Il n'y en a plus, alors que c'est le centre même de ce qu'on fait. Il fallait vraiment travailler de zéro avec eux. J'ai l'impression qu'ils avaient aucune idée. Non, mais c'était impressionnant. Genre, tu discutais avec les députés, on avait l'impression qu'ils ne vivaient pas dans la même époque que toi. Hein. Je t'assure. On a tous cette impression. Non, mais c'est vraiment, je te jure, c'est pas une blague. J'étais là, mais... Est-ce que tu... Ce qui vous semblait logique, normal. Et après, c'est normal, parce que moi, ça se trouve, ils vont me sortir un truc en jargon que je ne vais pas comprendre, et pour eux, c'est la base. Mais voilà, mais c'est vraiment qu'ils étaient totalement perdus. Donc, en fait, il a fallu les rééduquer de A à Z sur ce que c'était que ce métier-là, et comment faire pour ne pas tomber non plus dans la... Parce qu'en fait, c'était terrible. Ils voulaient même proposer des amendements où ils étaient encore plus durs avec les créateurs de contenu qu'avec la pub à la télé. Alors que, c'est sensiblement la même chose, c'est juste le média qui change. Genre, par exemple, pour les paris sportifs. Interdiction pour les influenceurs, mais par contre, tu as le droit, tu continues encore à avoir des personnalités publiques dans le métro pour BetClick. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi, en fait, interdit là et pas là, quoi ? Exactement. Et donc, c'était ça, en fait, le combat, c'était de dire, alors oui, mais par contre, les gars... on va pas commencer à choisir, en fait. Soit vous le faites pareil pour tout le monde, soit vous le faites pas. Et donc, elle servait à ça, cette tribune, finalement. Alors, à un moment, ça, je ne sais pas où en sont les discussions. D'ailleurs, ça avance un petit peu à ce sujet. Écoute, de ce que je sais, là, ça va bientôt être voté. Enfin, les derniers amendements vont bientôt être votés. Donc, la loi va passer. Et voilà, le challenge encore quotidiennement, c'est que je sais qu'il y a encore des choses, il me semble, qui sont discutées, des amendements qui sont encore discutés à l'Assemblée. Il était question à un moment d'avoir un peu le badge du bon influenceur approuvé par le gouvernement, l'enfer. Et puis alors là, je veux dire, c'est horrible pour l'image, quoi. D'un prisme plus loin, quel gouvernement aussi ? C'est ça. Est-ce que tu as envie d'être étiqueté en mode Macron a validé cette vidéo ? Exactement. Oui, pas envie de faire ça. C'est très problématique. Tu peux pas. Tu vois, donc non, là, on arrive sur des. Donc ça, normalement, il me semble que ça va pas être. Je crois pas que ça va passer. Ça, c'est un des trucs qu'a pointé justement Jean Massier du doigt. Oui, c'est ça. Donc ça évolue. Et je pense qu'on en saura plus dans les semaines à venir. Là, maintenant, de toute façon, c'est entre les mains du Parlement et de l'État. Donc maintenant, on attend, quoi. Alors justement, tout à l'heure, on l'évoquait, il y a eu des controverses, dont le masque à la cannelle. Et encore, ça, c'était mignon. Mais il y a eu d'autres controverses et qui sont liées à ça. C'est à partir du moment où on ne veut pas en fait vous voir dans une autre case que celle dans laquelle on vous a connu initialement, donc toi, Make-up Lifestyle. Tu as pu participer à des discussions, notamment avec Gabriel Attal. Et comme tu le disais, tu étais pionnière en la matière comme plein d'autres. Et vous êtes les premiers, en fait, à venir, sauf que les gens ne veulent pas vous voir là parce qu'ils se disent « mais c'est pas eux de parler », etc.
Et en fait, comment on vit ce problème? Parce qu'on a envie de porter une voix, j'imagine, on a envie de représenter et d'être représenté, mais du coup, on te tape dessus. Ça a été compliqué. Je vais pas te mentir, si c'était à refaire, je le referais pas. Ouais. Je crois que c'était un mauvais move, une mauvaise décision pour moi d'aller au gouvernement et de vouloir donner la parole, en fait, aux gens du gouvernement, tout simplement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait politisé, alors que c'était pas mon souhait initialement. C'est ça, en fait. J'avais vraiment envie de montrer ça plus d'un point de vue extérieur et d'être plutôt une porte-parole, alors je mets des très gros guillemets quand je dis ça, mais porte-parole de la jeunesse en tous les cas. De toute façon, ça avait été diffusé sur Twitch à ce moment-là pour Gabriel Attal. Parce qu'il y avait plein de jeunes, j'imagine, qui t'écrivaient pour t'expliquer que le Covid était très dur pour eux, les étudiants en extrême précarité, enfermés dans une chambre de 9 mètres carrés, sans personne à qui voir ou à qui parler, etc. Donc j'imagine que tu as reçu beaucoup de choses. Ce qui a motivé peut-être aussi ta décision à l'époque. Bah oui, moi, toujours dans cette démarche de vouloir aider les gens et de vouloir porter la parole, c'est ce que j'ai fait. Sauf que le problème, c'est que m'ont été reproché le fait de ne pas avoir assez de répondants, de ne pas être journaliste. Mais moi, je l'ai dit dès le départ. J'ai dit ici. Et d'ailleurs, je l'avais même dit dans le live. J'avais dit, en fait, je trouve que c'est un peu malhonnête de nous inviter comme ça. Parce que là, vous invitez que des influenceurs, mais vous n'invitez aucun journaliste. Donc, en fait, c'est pas notre métier. Ou aucun étudiant. Ou aucun étudiant. Enfin, juste nous, parce qu'on va apporter de l'audience. Mais en fait, on n'a pas les capacités ni le coaching pour pouvoir te renvoyer la balle et te mettre dans la sauce, tu vois. Si ça peut te rassurer, le HuffPost avait quand même fait un super article qui avait dit que justement, tu avais été celle qui avait eu... la seule. Mais parce que justement... Il avait pas mal épinglé quand même. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais tu vois, je sais que c'était pas encore assez bien, ça avait pas encore été suffisant, quoi. Et je peux entendre la colère des étudiants, franchement. Même moi, je me sentais mal parce que je me disais, mais c'est pas ma parole, c'est pas ma voix. Moi, j'ai jamais connu la précarité étudiante, donc je peux pas. C'est difficile pour moi de faire ça. J'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de m'accaparer le combat de quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait une vidéo dans une journée dans la peau d'une ministre. Et j'avais été, du coup, une journée avec la secrétaire d'État à la transition écologique, donc qui était à l'époque Brune Poirson. Et vraiment, genre, là, je regrette de l'avoir fait parce que je me suis vraiment rendu compte, même si j'avais préparé la vidéo pendant 1 mois, que les gens ne sont pas prêts. Non, mais même, je pense que j'avais un peu été utilisée d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ouais. Et ça, je l'ai un peu regretté après coup. Sur le coup, j'avais pas forcément cette sensation-là, mais tu vois, après en avoir discuté même avec des proches un peu plus tard et tout, je me suis dit, bon... Est-ce que vraiment... Parce que moi, mon but, c'était de sensibiliser à l'écologie, pas forcément de politiser, en fait, tu vois. Mais je me suis rendu compte que, bon, l'écologie, finalement, ça passait un peu au second plan. Et donc, d'ailleurs, je devrais peut-être supprimer cette vidéo, tu vois. Après, elle fait partie aussi de l'histoire. Hein, bien sûr, mais bon, est-ce que si quelqu'un tombe dessus aujourd'hui, c'est encore l'image que j'ai envie de véhiculer? Je suis pas sûre, tu vois. Mais voilà, donc après voilà, moi c'était vraiment un tout petit truc. Après on connaît cette fameuse vidéo McFly et Carlito avec Macron. Moi ça T'imagines, c'est-à-dire que sur une échelle de valeur, on a fait pire là, encore. On est passé de là à là, tu vois. J'ai pas d'avis sur cette vidéo personnellement, j'ai pas d'avis. Mais tu as évité le pire, je pense. Ouais, j'ai pas d'avis. Moi je donne mon avis, tu as évité le pire. Tu as évité une sauce je suis très contente qu'on m'ait pas proposé, tu vois. Voilà. Je pense qu'on en parlera malheureusement encore longtemps parce qu'Internet n'oublie pas. Ah non, non. mais du coup, donc il y a cette volonté que les gens n'ont pas en fait de vous changer de case, ne veulent pas vous voir politiser. Et ça, toi, comme on le disait, tu as vu Internet changer, tu as vu aussi l'exigence monter, ce qu'on exige de vous en termes de qualité, mais ce qu'aussi on ne veut pas vous voir faire. Parce qu'on estime que vous n'êtes pas légitime. C'est très paradoxal. Que vous êtes privilégié, etc. C'est paradoxal parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais à côté de ça, on l'a vu là avec la réforme des retraites, quand on n'en parle pas, on se fait déglinguer. Vous aurez toujours tort. Donc voilà, on a toujours tort. Mais si tu veux, c'est très difficile pour nous, et je pense que ça, il faut quand même le dire. Effectivement, il ne faut pas qu'on soit trop de ci ou trop de ça. Pas assez de ci ou pas assez de ça, mais il faut qu'on soit dans le juste milieu. Et c'est un peu dur pour nous de se positionner parce que effectivement, on doit pas se politiser, mais quand on se politise pas sur des questions, par exemple, là, quand il y a eu les élections l'année dernière, on se fait déglinguer. Moi, on m'a envoyé des messages. Oui, pourquoi tu n'as pas appelé à voter contre Marine Le Pen?
Tu es donc raciste. Ouais, c'est On ça. l'a dit, bah oui, donc, bah en fait, oui. tu es du coup raciste et homophobe. Oh là là, l'enfer. L'amalgame, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas devenu ça aussi un peu Internet? Mais si. C'est-à-dire le camp du bien, le camp du mal, Non, mais- et toi tu penses être dans le camp du bien, mais Mais il t'es y a toujours pas, du en fait, coup de le toute mal de façon, quelqu'un. c'est pas quoi. manichéen, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas blanc, c'est pas noir, tu vois. C'est un peu de tout. Et je veux dire, moi, je supporte pas les gens qui me disent, t'as pas fait de campagne contre Marine Le Pen, donc Tu es responsable, t'es complice, ouais. t'es ça, t'es ci, t'es ça. Je suis là, mais les gars, Ouais. vous vous rendez compte, tu peux pas, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Et ça, c'est pour tout en ce moment. Pour tous les, on va dire, les débats, pour toutes les discussions qu'il y a autour de tout ça. Tu n'as pas pratiqué l'écriture inclusive sur une seule de tes phrases de ta story, tu es transphobe. Ah ouais, donc t'as eu de tout quoi. On t'a parlé de si t'étais écolo ou pas ou... Ah oui, bien sûr. Tant qu'on y est, hein, parce que bon, Non mais oui, ben moi... tu prends l'avion, t'es pas écolo. Ben Du voilà. coup, tu pourras jamais parler Mais tu sais que, d'écologie. ben quoi. moi, j'en ai parlé d'écologie énormément. C'est ce qui m'a mis dans la sauce parce que j'ai continué à prendre l'avion. Ouais. Et donc, en fait, bah non, tu peux pas parler d'écologie parce que tu prends l'avion. Ah, aujourd'hui, c'est compliqué en fait d'être parfait en tout point. Quoi. Tu le seras jamais, en fait. Tu le seras jamais. Et le pire, c'est que les gens ont du mal à accepter le fait que tu changes d'avis. Ça aussi, Ouais. c'est compliqué. T'as pas le droit sur Internet de dire un truc et 3 ans plus tard, d'évoluer, de changer d'avis. De dire, mais attends, j'ai changé en fait, j'ai grandi. Voilà. Et en fait, les gens sont en mode, mais attends, il y a 4 ans, là... T'as fait un tweet dans une phrase, à telle minute de telle vidéo, t'as dit que... Ah ouais. Et toi, t'es C'est là... Alors, comment te dire? Est-ce que finalement, le masque à la cannelle, ça te manque pas? Je crois. Ce genre de sauce-là, Mais, bah, c'était est-ce une qu'on les sauce regrette tellement pas anodine. c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Ouais. À côté de ça, t'es là, waouh, aujourd'hui, on me dit que je suis transphobe parce que je mets pas Yel dans ma story. Et c'est vraiment des DM que je reçois, je te jure, c'est violent, quoi. Tu te dis, putain, c'est un peu... Disons qu'Internet en 2023, c'est plus difficile à pratiquer que... Ouais. D'ailleurs, je me demandais si aujourd'hui, Marie Lopez, 16 ans, décidait de se lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu serais terrorisée? Je crois pas que je me lancerais sur YouTube. T'aurais trop peur? Je crois que, ouais, j'aurais trop peur et je pense que je me lancerais sur d'autres plateformes. En vrai, je pense que je me serais lancée sur Twitch, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je trouve que la communauté est quand même plus bienveillante. Et puis, moi, je suis quelqu'un avec un peu de répondants quand même. Et bizarrement, sur YouTube, j'ai toujours peur d'écrire un commentaire qui va répondre à la personne, même de manière assez négative. Tandis qu'en live, si tu me balances un truc, je te jette à la gueule l'inverse dans la seconde. Tu Et vois, c'est totalement légitime. et je sais pas, c'est un espèce de ping-pong. Et en fait, les gens se rendent compte En fait, voilà ce qui m'énerve. Je crois que j'en avais parlé en live une fois. C'est comme Twitter, tu vois. J'ai vachement de mal parce que les gens, ils balancent de la haine. Mais derrière, ils n'engagent pas la conversation avec toi. Ah non, ils veulent pas discuter. Hein. Donc, t'es une merde, t'essayes de discuter avec eux, il n'y a pas de discussion. Donc, en fait, moi, ça me frustre parce que je suis là, bah, t'as pas le droit de dire ça. Ouais. Si tu veux pas derrière qu'on argumente, argumente. Est-ce que Viens, dans la discute. rue, tu viendrais me dire bah t'es une merde et puis tu passerais Oui, c'est finalement ça, mais viens, ta on route, discute. quoi. On n'est pas Ouais. d'accord, mais acceptons de ne pas être d'accord, viens, on en parle. Et c'est ce que j'aime bien sur Twitch, parce que finalement, t'as quelqu'un qui va venir te mettre un truc dans le chat, t'es pas forcément d'accord avec, bah viens, on en discute. Et là, Ouais. t'en discutes. Et la personne te répond, elle n'a pas le choix, parce que de toute façon, elle est devant tout le monde, donc il faut bien qu'elle te réponde, tu vois. Et il y a une discussion qui se crée. À la fin, soit on arrive à tomber d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et Mais c'est au pas moins, c'est pas grave, Et il y a c'est eu pas une Tu discussion. vois, on n'est pas d'accord. Il Ouais. faut accepter que des fois, on a le droit de pas être d'accord, en fait. Complètement. Et en fait, c'est ça que j'aime bien sur Twitch, que je retrouve pas sur les autres plateformes. Parce Alors que ça, c'est vraiment un truc que j'entends souvent Ouais, de la part de youtubeurs qui viennent sur Twitch. Il y a un exode qui Ouais, se il y a fait. un exode. Là, je pense à Anaïs Marion, il y a plein de gens, Jimmy Felcon, enfin tous ces Mais oui. youtubeurs qui en fait ne trouvent plus leur place sur Non, YouTube aujourd'hui. C'est très difficile. Et puis ont peur aussi de tous ces commentaires négatifs. Peu importe à quel point ils sont modérés, filtrés, C'est etc. terrible. Ça fait mal ces commentaires qui ont été écrits, réfléchis, puis envoyés. Non, mais vraiment. Et puis en plus, les gens se rendent vraiment pas. En fait, les gens, ils ont l'impression qu'on est tous complètement détachés de notre chaîne YouTube. Genre, par exemple, bah, de toute façon, on l'a vu, aujourd'hui, il y a énormément de chaînes avec des grosses prods, Ouais. avec des gros concepts. Et il faut le dire, hein, aujourd'hui, les youtubeurs qui font ce genre de choses, globalement, ils ne produisent rien, ils ne font rien, ils ne font pas la miniature, pas la barre d'infos, pas le montage. Eux, tout ce qu'ils font, c'est publier, C'est partager incarner, la en fait, vidéo. Voilà, c'est juste incarner la chaîne, Ouais. mais c'est tout. Et je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre eux lisent encore les commentaires. C'est pour ça qu'ils ne sont pas touchés. Parce que eux, leur seul investissement, ça va être
probablement, je suppose, et je l'espère, la création, l'idée, le concept, mais ça s'arrête là. Et une fois qu'ils ont lâché le bébé, si tu veux, ils sont un peu là, genre, c'est bon, j'ai posté, c'est bon. Mais il y a encore beaucoup de gens comme moi qui continuent, certes, à faire de la prod, mais qui sont derrière le montage, derrière la miniature, derrière les commentaires, qui font les feedbacks, qui regardent. Donc, on impose en fait des commentaires sur parfois des choses comme la production, des choses comme ça et tout. On va mettre des responsabilités qu'on m'incombe à moi en me disant c'est vraiment de la merde ta vidéo. Alors que derrière, j'ai passé des jours à trouver genre le concept, le truc, le monteur. Ah, j'ai fait des retours sur le montage parce que ça, j'aime pas. Non, tu vois. Entre toutes tes activités et ton agenda. Ça dans la gueule et t'es là. Ouais, ça fait mal. Est-ce que je te rappelle que le contenu que tu regardes est gratuit? Puis surtout, c'est un commentaire sur 100, mais tu vas voir que lui. Ouais, c'est terrible. C'est terrible, hein, l'humain comme il fonctionne. Mais parce que ça te donne pas envie. En fait, les gens, comme on disait au début de ce live, les gens n'ont pas compris que pour produire du contenu, pour être créatif, tu as besoin d'un moteur. Et tu vois, tu peux pas. C'est comme une voiture. Si tu mets pas de l'essence dedans, tu n'avances pas. Ben moi, c'est un peu pareil. Si tu fais que me donner des commentaires négatifs, si tu fais que critiquer mon travail, si tu n'es jamais content de ce que je fais, si à la moindre faute, au moindre écart, tu me le fais remarquer pendant 10 jours, est-ce que tu crois que moi, je vais avoir envie personne n'a envie de s'infliger ça. Voilà. Est-ce que tu crois que moi, j'ai envie derrière de te produire un contenu génial, de retrouver la passion, de bosser pendant des mois pour te produire un truc? Ben non. Non, j'aurais pas envie. J'ai pas envie. Enfin, je veux dire, et comme tout un chacun, tirer un reculon au travail. Ben voilà, c'est ça. Enfin, à un moment donné, moi, je donne ce que je reçois, tu vois. J'ai épuisé, ça fait 10 ans, j'ai épuisé mon quota de donner ce que j'avais pas. Là, je peux plus, tu vois. Et ça, c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux gens. C'est si vous avez envie d'avoir un certain contenu de la part de quelqu'un, envoyez-lui du love, quoi. C'est clair. Qu'il se sente aimé, qu'il ait l'impression de faire un truc pour quelqu'un, qu'il sente que ça lui fait, que ça fait du bien aux gens, que tu vois, enfin, un peu de bienveillance, quoi, je sais pas. En fait, moi, je l'assimile vachement en comparaison à un artiste sur scène, tu vois, un humoriste. Oui. Un humoriste qui va faire une blague qui va un peu tomber à l'eau. J'imagine mal un public se lever et dire c'était de la merde, c'était nul, mon gars, c'était nul. Et t'imagines, Laura, en fait, l'humoriste va remonter sur scène et encore, et il va changer sa vanne, il va la retravailler. Et il va donner du contenu. Et puis ça devrait avec les rires aussi, c'est ça? Bien sûr. L'humoriste, il va fonctionner parce que les gens rigolent. Et si les gens rigolent, il va être encore plus drôle. Sauf que vous, votre audience, c'était des gens qui sont protégés par un écran et envoient aussi des trucs négatifs. Et ça, c'est hyper dur pour la santé mentale. C'est clair. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je me suis rendu compte que je le faisais pas suffisamment. Par exemple, je like pas assez les posts de mes copines. Je commente pas assez les posts de mes copines. Mais parce que, bon, comme j'en crée, c'est compliqué, mais maintenant, je fais vraiment l'effort de me dire, moi, j'adorerais que ma copine, elle me commente mon post ou qu'elle like ou qu'elle m'apporte du soutien. Vas-y, je vais lui montrer que je suis là. Ça me prend quoi 3 secondes, je like. Ça me prend rien, tu vois. Mais ça montre, je suis là. Je te soutiens. Je vois ce que tu fais. Ça m'a plu, continue, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, de toute façon, on le voit, je sais pas si tu regardes un peu les stats sur Insta, en ce moment, se pètent la gueule. Enfin, c'est très, très dur, tu vois, c'est vraiment difficile. Donc, c'est toujours la même chose. Tu peux pas continuer de donner quand tu n'as rien en retour, tu vois. C'est pas possible. Tu peux le faire un temps, tu peux être résilient, à un moment, ça devient difficile. C'est plus possible. Ça va clairement devenir difficile. Alors, on va revenir sur ton aventure sur Twitch, mais d'abord, j'aimerais parler d'une facette de toi qu'on a un peu abordée aussi finalement quand on parlait de montage de société, etc. Tu es chef d'entreprise. Vraiment, tu es chef d'entreprise. Tu as créé notamment Leaves and Clouds, Honest Mind, Lax Skincare. Parle-nous justement de cette facette-là. Donc il y a 5 ans déjà, je me suis rendu compte que j'avais d'autres passions dans la vie que YouTube et un truc que j'ai toujours aimé, l'écologie en fait partie, ça s'est vraiment manifesté il y a 5 ans et je me suis dit c'est dommage parce que j'ai l'impression que l'écologie, les gens n'en parlent pas assez parce que c'est pas sexy. Tu sais, on avait toujours cette espèce d'image de l'écologie, c'est un peu genre les bobos qui se lavent pas, enfin tu vois, c'est les zadistes en ton qui jonglent au feu rouge. C'est vraiment l'image cliché que les gens ont de l'écologie, le zéro déchet, le bio. Et moi j'étais en mode les gars, rendez-vous bien compte que c'est pas que ça a beaucoup évolué, maintenant il y a plein de choses super chouettes et moi j'avais envie de proposer
après avoir proposé de la surconsommation pendant des années, on va pas se mentir, hein, j'ai été la première à parler de fast fashion. Voilà, malheureusement, on a tous. Mais t'as appris aussi. Voilà, on est obligé de passer par des choses comme ça pour se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut. Et je me suis dit, mais en fait, avec l'audience que tu as, si tu es touché par l'écologie et que tu veux aider les gens à faire leur transition écologique, embarque-les avec toi. Donc, quoi de mieux que monter un shop avec des produits éco-responsables, éthiques, en collaborant avec des marques qui sont principalement faites en France, en Europe. Montrer aux gens en fait, des alternatives éco-responsables, zéro déchet, meilleures pour la santé, pour l'environnement, mais en leur montrant que ça peut être joli. C'est cool. Mais oui, c'est cool, ça va pas forcément être... C'est cool, c'est pas sale... Parce qu'on a encore l'idée du je lave mes cheveux avec une noix qu'il faut passer sous l'eau pendant 40 minutes. Alors que pas du tout, tu vois. Il y a plein d'alternatives et regardez, viens, je te montre. Voilà, C'était vraiment ça le but. Et ça a pris énormément d'ampleur. C'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça cartonne et on est super contents. C'est ce qui me permet aussi d'employer des filles dans mon entreprise, d'avoir des CDI, d'avoir des postes qui fonctionnent, une boutique qui fonctionne, d'avoir aidé la transition écologique de plein de gens. Et donc, quelques années plus tard, j'ai voulu faire la même chose pour les vêtements. Parce que justement, je me disais, bon... Maintenant que tu as attaqué, tu vois, la beauté, tout ça, ce serait cool de faire la même chose pour les vêtements. Et Dieu sait que on sait très bien ce que c'est que l'ultra fast fashion. En ce moment, je ne sais pas si les gens savent, il y a une pétition qui est en train de tourner pour interdire Shein en France. Shein qui a son pop-up quand même, le Paris, boulevard à côté de l'Institut du climat. Le culot. Non mais le culot. Le culot monstrueux. On vous déteste, vous puez. C'est horrible parce que voilà. Après, je peux entendre tous les arguments. Je sais qu'il y a des gens qui achètent sur Shein parce que voilà, niveau finance, c'est pas ouf. Niveau inclusivité les grandes tailles, aussi, c'est voilà, pas toujours il y a des évident, marques qui sont pas hyper inclusives et donc ça, je l'entends. Malheureusement, il y a aussi des alternatives et il faut les mettre en avant parce que là, il faut voir l'exploitation que c'est aussi c'est catastrophique d'industrie-là. Et donc, j'ai lancé Honest Mind, qui est en fait Alors moi, j'ai pas pour but de faire des vêtements parce que c'est pas mon métier, mais je voulais prendre en fait un savoir-faire que des gens avaient déjà, donc mettre en avant des marques qui font déjà de la slow fashion, proposer une co-création avec eux, originale du coup, qui sera sur Honest Mind, et leur montrer, montrer aux gens qu'il existe déjà des marques qui existent et qui font les choses bien, et que ça coûte un peu plus cher, mais on apprend en fait, c'est une rééducation. Certes, c'est un peu plus cher, mais maintenant, voilà d'où ça vient, voilà exactement quelle est la marge qu'on se fait. Il y a un suivi, il y a un label, il y a des gestes qui sont faits aussi. En fait, sur chaque fiche produit de chaque produit, du coup, tu as un petit graphique avec, par exemple, là, ta basket, on vient de sortir des baskets en collaboration avec Moea, elles sont faites en raisin et en pomme. C'est incroyable. Ouais, vraiment, c'est trop chouette. Ouais, non, mais c'est vraiment trop cool. Et donc, tu as la basket et donc voilà, il y a temps pour les producteurs, temps pour la com, temps pour machin. Et en fait, les gens, du coup, ils se sentent pas baisés, entre guillemets. Parce qu'ils se disent, en fait, la marge qu'elle se prend, c'est ça. Ouais. Ils savent dans quoi ils ont investi, qu'est-ce qui revient à un tel et un tel. C'est ça. Donc, ils se rendent compte que la marge que je me fais, elle est vraiment... Elle sert à payer les salaires, tu vois, à la rigueur. Et donc, les gens se disent, c'est cool. C'est une autre manière de consommer. C'est assez bâtard hein, comme entreprise. C'est difficile parce que tu te rends compte que les habitudes des gens sont dures à changer. Mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer. Et c'est une chouette aventure en vrai. Même moi, j'apprends beaucoup et tout et je suis contente. C'est cool. C'est bien et j'ai envie de te donner de la force sur ça parce que j'ai vu que tu avais un premier hater. Et c'est un hater qui vient de YouTube, on va pas le nommer évidemment, mais qui a fait un peu son beurre là-dessus. Oh, stop, ça y est. Bref. Oh là là. Et j'étais très contente. Mais tu sais, il faut que je te raconte une anecdote là-dessus en off, parce que c'est un sacré délire quand même. Hein. Ah bah j'ai failli péter mon crâne et j'ai failli faire une vidéo parce que là, c'était trop. Je comprends, mais honnêtement, c'est assez superbe de l'ignorer parce que je vois que dans les commentaires, les gens qui ne sont pas forcément clients à la base de ce que tu fais, ont été hyper bienveillants en disant mais attends, mais tu peux pas dire que c'est hypocrite de ne serait-ce que tenter en fait de faire un geste pour la planète, de faire un truc et tout. C'était horrible. Là, mais des milliers de commentaires qui sont en mode mec, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est surtout qu'encore une fois, tu vois, c'est en fait moi en fait, ça me rend folle ça parce que je suis là, mais frère, est-ce que tu captes la portée de ce que tu viens de faire? Parce que moi, en fait, mon ego, il va avoir mal 10 minutes. Oui, t'as compris? Mais derrière, c'est tous les gens avec qui on collabore, tous mes employés, tout le business, toute l'image. C'est ça, en fait, que tu es en train de détériorer parce que juste, tu n'as pas compris.
Que t'as pas envie de comprendre. T'as pas envie de comprendre. C'est ça, c'est plus ça. Oui, Et donc, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont réagi en mode réveille-toi, genre ouvre les yeux, parce que là, c'est trop, c'est n'importe quoi. Et c'est énervant parce que, pour être honnête avec toi, j'ai essayé d'avoir une discussion avec lui, je me suis pris des portes. Il a écouté, lu mes messages, il m'a jamais répondu. En off, en DM. Hein. Donc moi, je suis énervée parce que en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Discute avec moi. Discute et montre-moi que sois normal en fait. Discute avec moi. Sois humain et réponds-moi. On en discute vraiment, je te jure, je t'explique ce que je fais. J'accepte mes torts sur certaines choses, mais viens, on discute. Fais pas ça, tu vois. Tu n'as pas idée de la portée que ça a. Tu te rends pas compte en fait du mal que ça fait. Non, c'est clair. Tu vois pas en fait. Et c'est en ça que j'ai du mal en fait avec les gens aussi qui font leur bise et leur beurre de manière globale sur je réagis à tel dramas, les machins. Je réagis à tel youtubeur. Mais arrête en fait, genre rends-toi compte de la portée que ça a au-delà de ta petite personne et de ton petit buzz. Ou alors fais mieux et je t'applaudirai en fait. Exactement, vraiment. Ouais. Ou alors discute avec moi et je prendrai les critiques que tu me fais. Vraiment, je les prendrai. Tout en débunkant en fait toutes les choses que t'as pas compris. En fait. Moi, c'est ça. J'ai du mal avec les gens qui lâchent de la haine et qui derrière j'ai dit de la merde et qui après tu vois genre ils vont plus te répondre quoi. J'appelle ça des trolls. Bref, bref. C'est terrible, c'est énervant. Bah ouais. C'est énervant. Heureusement, ça m'a touché 10 minutes, mais sur le coup, j'étais là, mais. Ouais. Ah putain. Et ouais, 2023, écoute. Et c'est dommage parce que tu sais qu'en plus, il y a d'autres de ces vidéos que j'aime bien. Genre, je consomme ces vidéos sur certains trucs que je trouve intéressants. Et je me dis, mais comment un gars qui a une vision sur certaines choses qui est super intéressante peut des fois genre faire des trollings comme ça, tu vois? Parce que je pense qu'à la base, il n'y avait pas une envie d'être bienveillant. Je pense, de manière initiale. C'est dommage, c'est comme ça. En tout cas, un jour, j'allume Twitch et je vois Marie sur WoW. Je vois Marie sur WoW et je pense que c'est le crossover que j'attendais le moins au monde, quoi. Parce qu'encore une fois, moi, j'avais cette image de mes produits finis, je crée ma marque de beauté, etc. Et là, je te vois. T'es sur World of Warcraft. Et je me dis, mais waouh, tu fais partie de ma team, quoi. En fait, on est dans la même team, Marie. On est dans la même team, tu raides, tu donjon et tu n'as plus de vie. Alors, comment ça s'est passé, justement, cette arrivée sur Twitch, assez discrète? J'ai l'impression que t'en as pas. Super discrète. Tu vois, t'as pas fait 1000 vidéos, je quitte YouTube, j'arrête YouTube, je me mets sur Twitch. Je voulais pas, en fait. Alors, en gros, pour la genèse de l'histoire, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. C'était ma passion numéro 1 dans la vie. Avant même de commencer YouTube, je crois que mon premier jeu, bon, je pense que comme tous les enfants, ça a dû être genre Pokémon. Et après, j'ai continué, j'ai joué, j'ai fait Wind Waker sur la GameCube, je jouais à la GameCube toute la journée, PlayStation. Enfin, vraiment, j'étais fan de jeux vidéo depuis toute gamine parce que mon père joue beaucoup, donc j'ai beaucoup joué. Et t'as pas monté de chaîne YouTube là-dessus? Non, c'était pas normal à l'époque de voir une fille, comme on disait. J'ai découvert WoW à 11 ans, j'avais des potes dans ma classe qui jouaient. Je suis allée un mercredi après-midi chez eux, j'ai fait wow, putain, c'est génial. J'ai téléchargé le jeu chez moi, j'ai pris la carte bleue de ma mère, je me suis pris un abonnement sans lui dire. Ne faites pas ça. Et du coup, j'ai commencé à jouer. J'ai jamais lâché le jeu depuis 11 ans, enfin j'avais 11 ans. Ça a toujours été un peu mon phare dans la nuit, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé pendant ma période de harcèlement. Les jeux vidéo de manière globale m'ont toujours beaucoup aidé, mais World of Warcraft particulièrement. Et j'ai découvert l'univers de Twitch. J'ai découvert un peu à mon prime parce qu'à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui faisait des lives sur Twitch, donc automatiquement, j'ai commencé à voir l'univers du jeu vidéo, je suis allée à mes premières Paris Games Week. Donc il y a quelques années déjà, quoi. Mais tu t'es pas lancée à ce moment-là. Non, parce que je me sentais pas légitime et moi j'aimais bien jouer dans mon coin, tu vois. Et puis il faut dire aussi que à ce moment-là, c'était pas encore très legit chez les meufs. Parce que moi, je me rappelle avoir tenté de lancer une chaîne Twitch à l'époque, mais j'avais fait genre 3 games de Heroes of the Storm et je m'étais fait déglinguer la gueule. Ouais. Et vraiment que par des gars miso à mort. Et donc, du coup, j'avais fait oula, très peu pour moi. Donc, j'ai vite arrêté. Et j'avais gardé cette idée-là, en fait, de Twitch. Très misogyne, pas genre un truc de gamer, que de mecs. Et ça m'était vraiment sorti de la tête. Et pendant le confinement, je pense comme 90 000% des Français, je me faisais chier. Et donc, je suis allée sur Twitch vraiment pour regarder. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à regarder des lives. Et je laissais Twitch toute la journée. Alors justement, quelles étaient les chaînes que tu regardais ?
Putain, alors à ce moment-là, je crois que je regardais un petit peu de tout. Mais en fait, moi, il faut savoir que je connaissais pas du tout les streameuses à ce moment-là. Ouais. Et donc, je regardais toutes les streameuses qui existaient. Donc, je regardais Jill, que j'adorais, je regardais tout le temps. Je regardais pas mal Magla. Je regardais aussi, comment elle s'appelle? Oh là là, j'ai des gros trous de mémoire. Ça va me revenir dans 5 minutes. Elle fait des jeux vidéo. Oui, mais qui est là depuis super longtemps, qui était sur... Oh, misère. La pauvre, elle va me tuer si... Ça va me revenir. Bref. Tout va bien. Ça va nous hanter. Il faut qu'on trouve avant la fin de cette émission. Ouais, voilà. Non, mais j'ai vraiment commencé à regarder du monde. Et surtout, globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles. Ouais. Bah ouais, vraiment, moi, c'est ça. J'étais là, genre... Et que les gens ne lui chient pas la gueule, Et que ça se passait bien. Ouais. Et j'étais là, mais enfin, c'est génial, tu vois. C'est peut-être le moment, en fait, d'y aller. Alors, c'est surtout que je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte que, voilà, ça commençait un peu à changer et que les filles étaient beaucoup plus acceptées sur Twitch. Et je sais pas, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, attends, c'est cool parce que... Moi, je me sentais pas représentée, tu vois, dans le fait de jouer à WoW. C'était un peu la vanne avec mes potes. Ah ouais, Marie, vous savez pas, en fait, mais dans ton temps libre, elle joue à World of Warcraft. C'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, mais on se foutait un peu de ma gueule dans ma sphère privée, gentiment, tu vois. Mais genre un peu, voilà. Et là, de voir, en fait, qu'il y avait vraiment des gens qui jouaient, j'étais là. Trop bien. Le Covid est terminé, je déménage en Belgique. Et puis, 1 an après, je me dis, allez, j'ai envie. J'ai envie, tu vois, genre j'ai envie de partager ça avec les gens et donc j'ai lancé un live, mais vraiment genre... Comme ça, quoi. Comme ça. Comme ça. Vraiment comme ça. C'est ouf. Ouais. Pas d'annonce, rien. T'as lancé juste. J'ai lancé. J'ai lancé le live et je crois que sur le coup, je crois que j'avais peut-être dû poster une story ou un truc vraiment, mais que j'ai supprimé dans la zone parce que j'avais un peu honte. Et au début, tu vois 0 viewer, tu dis allez. Non, mais j'avais un peu honte, tu vois. Puis bam, ça monte direct. Et en fait, d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais quand même, via des contacts, demandé à Twitch de vérifier ma chaîne. Ok. En amont, tu vois, parce que je voulais pas qu'on me pique le pseudo NJ Phoenix, enfin bon, tu connais. Donc du coup, je pense que c'est pour ça. Et Twitch m'avait dit, mais quand tu lances un live, il y a moyen qu'on te mette en avant sur la plateforme. Et j'avais dit, ah, vous n'êtes pas obligé. Ouais, je veux pas trop qu'on voit. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai lancé mon premier live sur Twitch et ils m'ont mis en home page. Et là, d'un seul coup, j'ai vu les abonnés grimper. Enfin, les followers, pas les subs, hein, vraiment les follow, monter. Plein d'incompréhensions, des gens, mais quoi. C'est la meuf de mon adolescence qui disait finalement des tags. Ah, mais tu dates. Ah, mais tu... Bon, il y a eu un peu de tout, ça a été un peu le truc. Et puis, en fait, je l'ai fait une fois, puis j'ai pas fait de live pendant 10 jours, puis j'y suis revenue. Puis après, j'ai fait un live toutes les semaines, puis 2, puis 3, puis j'ai commencé à faire d'autres jeux que World of Warcraft. Parce que tu joues aux Sims, tu joues à Animal Crossing. Non, aussi. mais oui, j'ai tenté plein de trucs, même des jeux sur lesquels j'avais pas l'habitude de jouer. Genre, j'ai découvert des jeux, genre par exemple Detroit Become Human, je connaissais pas, j'ai kiffé. Qui est génial. Tout seul, j'ai kiffé. Life is Strange, j'ai kiffé. Mais des jeux d'horreur aussi, mais oui, des jeux d'horreur, j'adore. Mais tu vois, genre, on va en parler. Mais... De quoi? On va en parler. Tous les jeux d'horreur, les lives paranormales, les trucs. Donc en fait, j'ai découvert d'autres jeux que je connaissais pas et j'étais là, mais c'est génial. Et j'ai commencé à construire une audience, mais j'ai jamais trop partagé sur mes autres réseaux que j'étais sur Twitch. Je le disais de temps en temps, je lance un live, un machin, mais c'est tout. Et du coup, parce que je voulais absolument, je crois que j'avais cette volonté de construire une autre audience sur Twitch que celle que j'avais, parce que j'avais envie que les gens ils aient une image un peu différente, enfin pas différente, mais instantanée de moi, pas genre le background, juste qui je suis à l'instant T, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de followers sur Twitch que sur mes autres plateformes. Et encore, j'ai 100 000 abonnés sur Twitch, c'est énorme. Genre, c'est énorme. Surtout que je live pas, c'est pas mon métier. Je le fais vraiment que pour le kiff, tu vois. C'est du plaisir pur, quoi. C'est 100% du plaisir. Donc, en fait, je suis là, mais quelle chance. Enfin, vraiment, c'est cool. Et j'adorerais avoir plus le temps de live. Moi, je kifferais, genre, allumer ma caméra le matin et en faire mon métier à 100%. Mais bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, Twitch, ça me rapporte... que dalle, et donc je peux pas payer mes employés avec Twitch, tu vois, donc c'est pas possible, mais c'est vraiment une plateforme que j'aime. Je sais pas comment dire, mais vraiment c'est nouveau, c'est nouveau. C'est pas nouveau, voilà, mais en tout cas, toi, t'arrives, c'est nouveau, c'est neuf, c'est beau. C'est vraiment une safe place, et ça a été l'occasion pour moi aussi de relancer ma créativité sur d'autres choses. Ça m'a fait du bien, vraiment. Et sur des choses sur lesquelles on t'attend pas forcément. Ouais, c'est ça. Parlons-en, parce que bon, toutes les histoires d'horreur que tu racontes. Tu veux pas venir avec moi dans une exploration paranormale? Alors, il faut toi que tu viennes chez moi, parce ça que t'intéresse pas même le grand JD, même le grand JD veut pas venir, hein, donc. Moi je viens. Tu verras, il se passe des bails. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on te voit sur des trucs où on n'a pas l'habitude. J'ai dit ça aussi à Auria une fois. J'ai dit meuf, j'ai entendu parler de toi il y a très longtemps.
pareil sur du maquillage et tout. Maintenant, tu racontes des gigas histoires sordides et En tout. mode true crime et tout. C'est clair. Et du coup, je t'ai vu en mode les lives où tu as des histoires de tes abonnés, des trucs paranormaux, des histoires qui font peur, etc. Ça, c'est un truc que t'aimes aussi? J'ai toujours aimé le paranormal, mais pareil, en fait, c'est trop rigolo parce que j'ai l'impression que ces 2 dernières années, j'ai vraiment fait l'enfant qui retrouve ses passions de quand elle était petite. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu la traversée du désert où tu fais plein de choses, tu t'oublies, puis après on te le fait remarquer, tu le remarques aussi, et là tu fais, oh, mais en fait, il y a plein de choses que j'aimais et que j'ai toujours aimé, mais que j'ai oublié de partager avec les gens. Le paranormal en fait partie. J'en ai parlé pour la toute première fois dans une de mes toutes premières vidéos YouTube où je répondais justement à des questions. J'avais fait un ask et il y a quelqu'un qui m'avait dit est-ce que tu crois aux fantômes, et j'avais dit oui, mais j'avais pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler plus parce qu'en fait dans ma famille voilà, c'est un truc C'est pas tabou. non, c'est pas du tout tabou. Voilà, on a une certaine appétence, comme je pourrais dire. Donc c'est un truc qui a toujours fait partie de moi. Mais alors là, vraiment, j'avais tellement pas envie qu'on me prenne pour une folle. Parce que là, on est en 2019, quand tu commences à peine à en parler sur ta chaîne. Donc, ouais, j'ai saisi l'occasion et l'opportunité où Jordan Perrigo, qui est un youtubeur exploration paranormale, enquête paranormale, m'a proposé de venir faire une enquête avec lui, parce qu'en fait, on est dans la même agence et on avait eu une discussion en off et il m'avait proposé, j'avais dit oui. Et cette vidéo a explosé les charts, ça a fait 1 million de vues, ça a super bien marché. Et en fait, je me suis sentie hyper bien dans ce milieu-là, parce que j'étais là, putain, c'est un truc que j'aime. Bon, je vois que les gens, ils réagissent bien, c'est cool. Ouais. Donc, je me suis dit, bah vas-y, exploite un peu ça, continue à faire ça, parce que c'est un truc que t'aimes. Après, pour être honnête avec toi, par la suite, en fait, quand tu t'aperçois que tu rentres vraiment dans le vif du sujet, donc de parler par exemple de la Dame Blanche, ce genre de choses et tout, en fait, ça n'intéresse qu'une niche, finalement. Donc, mon audience, elle a été plus ou moins réceptive à ce genre de contenu, mais c'est toujours quelque chose que j'aime profondément. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter sur Twitch. Et donc, sur Twitch, je lisais des histoires paranormales de mes abonnés et tout, et c'est un truc que les gens aiment bien. Et moi, j'aime vraiment bien ça, quoi. Faut qu'on fasse un live duo. Vraiment. Moi, je dis, vas-y, let's go. J'ai des histoires, je pense, le chat, là, ils sont en mode oui. Mais moi, je suis très sérieuse. Je veux qu'on fasse ça, genre 100%. C'est trop cool. Parce que je vis avec quelqu'un qui est genre comment dire, le cartésien incarné. Oh, t'inquiète, moi, pareil. Voilà. Et c'est vraiment, il rentre dans la chambre et il te dit, il y a une meuf dans la cuisine, il est 4h du matin. Quoi? Et tu dis quoi? Attends, j'appelle la police? Non, une apparition, mais je pensais que je suis crevée. Allez, bonne nuit! Et il se couche et toi, t'es là, t'es comme ça dans ton lit, tu fais, c'est pas possible. Tu déconnes? Ah, bah oui, ça fait des années que j'ai. T'as toujours pas déménagé? Bon, j'ai déménagé. Ah, ça t'a suivi? Ça me suit dans toutes les pièces de la maison. Moi, j'arrive, j'ai plein d'appareils, on va voir. Ah la vache! Bah alors justement, parlons-en, la grande aventure du moment, c'est ta maison. J'ai vu une vidéo où tu es en plein dans les rénovations. Ouais. T'as pas peur de trouver un truc dans un placard? Oh mon Dieu! Alors en fait, donc j'ai déménagé en Belgique il y a 3 ans par amour pour mon chéri qui est belge, et on a vécu 1 an ensemble, et il y a 3 ans, enfin ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble, on a vécu 1 an ensemble, et puis, enfin 3 ans ensemble, je vais y arriver, et on a décidé d'arrêter de lâcher de l'argent par les fenêtres et de passer le cap et d'acheter une maison. Sauf que moi je suis un peu chiante. Sans transition, encore une fois. Voilà, je suis un peu chiante, moi j'avais dit je veux pas du neuf. Okay. Je veux être dans le centre-ville et j'ai envie d'un truc où on peut tous les deux avoir nos bureaux dans la maison et sans jamais se croiser. Donc un truc très grand, quoi. Oui. Et donc pas neuf égale potentiellement le théâtre d'une tragédie. Voilà, ça. Mais en fait, il faut savoir que mon mec bosse dans la musique, donc lui, il a un studio avec, laisse tomber le bruit que ça fait, il reçoit des artistes souvent, et j'avais pas forcément envie que les artistes passent dans la maison, enfin tu vois, bref. Oui, même que ça parasite le travail de l'un et de l'autre. Exactement, donc on a craqué sur cette maison, on en a visité plus de 50. Oh l'enfer. Horrible. L'enfer de l'agent immobilier, je l'imagine. Alors aujourd'hui, les maisons, ça me plaît pas. On a tout fait nous-mêmes. Vous avez tout on est des malades. Ah ouais. On est des tarés, vraiment. Et alors pourquoi celle-là en particulier? Parce que les caractéristiques étaient chouettes. C'est vraiment une vieille maison qui date des années... Elle date de 1913, donc c'est une vieille maison. Il y a pas grand-chose dans la maison. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça va. Enfin, j'ai pas encore dormi là-bas, je te dirais quand j'aurai dormi là-bas. Ah, terrible. Je serais très vite fixée, mais non, elle était grande. L'agencement était parfait. Pour ce qui nous convenait, un bureau pour moi, un bureau pour lui, des grands espaces pour vivre, bon positionnement, enfin vraiment, puis avec un charme, un cachet, tu vois, genre un vrai cachet. Il y a un jardin. Il y a un jardin pour mon petit chien, c'est trop chouette. Il y a un vrai cachet dans la maison, c'est une maison ancienne. C'est pas une maison super moderne avec, tu vois, enfin, on a vraiment... Il y a tout à faire, quoi.
Mais le problème, c'est que forcément, c'est une maison à rénover et c'est un long taf et je documente ça toutes les semaines sur YouTube où je fais un weekly vlog et où je montre l'avancée des travaux, l'impact aussi que ça peut avoir dans la vie, dans un couple aussi, sur la santé mentale parce que franchement, on ne se rend pas compte et on minimise, je crois. Mais je te jure, toi, tu as eu un enfant, moi, j'en ai pas encore eu. Je peux te dire que le chamboulement dans ta life, c'est peut-être pas exactement pareil, mais c'est similaire dans le sens où vraiment ça te puise une énergie que tu n'as même pas. Ça prend toutes tes ressources. C'est vraiment, ça prend toutes tes ressources, tu y penses toute la journée. C'est un truc un peu comme tu as toujours en fond, comme ça. Ouais. Et nous, là, les rénovations, je te jure, on en a plein la tête. Normalement, dans 2 mois, c'est terminé. Mais il y a toujours des galères. Mais il y a toujours des galères, vraiment. Toujours. Mais j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me dit. Tu décides tout. Ah, ça c'est bien, parce que nous, on s'est engueulés. Hein. Ah non, on n'était pas d'accord. Hein. Ah non, moi, il m'a dit, je suis d'accord sur tout. Oh, t'as trop de chance. Nous, on a eu des méga prises de tête. Hein. Il m'aurait dit, tu mets du carrelage blanc et noir dans la cuisine et on va mettre du marbre dans les shots. J'aurais dit, alors ça dégage. Et du coup, nous, c'était un peu la conversation. Bon, on fait quoi dans la salle de bain? Moi, je veux du vert. Eh ben, moi, je veux du blanc. Ah non, il a des goûts, le monsieur. Il a des goûts. Ah bah non, moi c'est arrangé. Ah, oui, il m'a dit je n'ai pas de goût, tu décides. Mais lui, il a énormément. Et puis il a des bons goûts, mais on n'a juste pas les mêmes. Donc mais c'était des discussions. Ah ouais, là c'est chiant. Mais à se J'avoue, taper, là c'est chiant. je te jure, à se frapper. Et puis en plus c'était gênant. Vraiment, franchement, on a eu des discussions. On était devant l'entrepreneur et on se prenait la tête. L'entrepreneur disait. La thérapie de couple. Oui, je te jure. L'entrepreneur disait là du coup, on fait quoi? Béton ciré? Bah non, on avait dit du carrelage. Voilà, c'est ça. Et mon mec il dit on fait ça. Et moi je suis là, mais pas du tout. Tu vois, genre, et devant l'entrepreneur, tout ça devant l'entrepreneur qui était là. Bah, on peut en discuter la semaine prochaine. On en parle dans 2 jours, voilà. Je vous laisse. Et moi, je disais, oui. non, mais t'es con, machin. Et puis après, on retourne dans la voiture. Mais Marie, mais machin. Mais pourquoi t'as dit ça? T'as pas vu mon doc de 30 pages qui te dit qu'en fait, les matériaux étaient mieux? Je te jure, et moi, j'étais là. On va pas s'en sortir dans cette maison. Mais bon, je crois que pour la paix du couple, vraiment, mon mec a su être visionnaire là-dessus. Il s'est dit, tu as tout décidé. Ouais, c'est ça. Prends les devants. Prends les devants, c'est clair. Donc, du coup, pas de fantômes à déclarer. Pour l'instant, non. En tout cas, pas avéré. Je les ai pas vus encore. Bon, encore, elle a dit. Elle se ménage. Je saurais en dormant dedans. Je te le dirai après ma première nuit. Ça va être chaotique, ça va être très drôle. Du coup, qu'est-ce qu'on attend par la suite sur la chaîne Enjoy Phoenix, mais aussi sur Twitch? Et quelle va être la suite aussi en parallèle pour Marie Lopez dans l'exploration de ses passions? Et ce sera la conclusion de ce format. C'est très large. Déjà, dans 2 mois, normalement, la maison est terminée. Donc, je pense que ça va me faire du bien en termes de renouveau sur tous les contenus que je peux faire et que j'ai envie de faire. Donc, sur Twitch, forcément, qui dit nouvelle maison, dit nouveau setup de stream. Trop et puis, bien. plein d'autres envies que je vais enfin pouvoir faire sur Twitch. Donc, je dirais rester connecté là-dessus. Et puis pour YouTube, je continue les vlogs. Dans tous les cas, c'est ma passion première. Et les vidéos sur la chaîne principale, toujours autour des thématiques, pas prise de tête, tu vois, juste un peu multifacette de tout ce que j'aime. Donc ça peut être un peu de food, un peu de paranormal, un peu de collaboration avec les autres, un peu de développement personnel. Enfin vraiment, en fait, j'arrive plus trop à me catégoriser en une seule chose. Je crois que j'ai été trop brimée pendant trop longtemps dans la beauté. Donc maintenant, j'explose un peu et je fais plein de trucs et c'est très chouette. Donc voilà. C'est trop bien. D'ailleurs, je t'ai vu sur la chaîne de Louis San aussi. Alors ça fait partie des feats. Et je crois que lui aussi était choqué. Je balance. Louis, c'est mon frérot. Louis était fan de toi. Waouh. Il te l'a pas dit? Si, je crois qu'il a dû Je balance. J'ai dû entendre un petit truc. Ah, Louis, t'es grand fan d'Enjoy Phoenix et Kevin Tran aussi. Et du coup, il me disait, tu crois que je devrais la contacter? Ouais, mais c'est trop drôle. Kevin, j'avais pensé à l'inviter sur une de mes vidéos et j'ai pas osé parce que je me suis dit, il en a rien à foutre de ma gueule. Mais c'est fou, mais parlez-vous, les gars. T'as raison. Parlons-nous. Parlez-vous. C'est comme Gilles et Louis, parlez-vous. Ils savaient pas qui se kiffait, tu vois. Ah ouais, et finalement ils ont eu besoin d'une Marie. Ça fait des beaux chocs à pic, effectivement. C'est la fin de ce format parcours de streameuse avec la Banque Postale. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir invitée. Très cool d'en savoir plus. Et franchement, il y avait beaucoup de tes fans dans le chat, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert aussi qui tu étais vraiment. Tant mieux. Et ça, c'est bien, parce qu'on n'est pas finalement qu'une catégorie ou qu'une étiquette. Exactement. Un mot de la fin, peut-être? Non.
Bon appétit, je vais aller C'est toujours le prendre un pire. goûter. Voilà, c'est le pire, c'est jeter la patate chaude Voilà. et allez, Eh ben non, le j'ai mot de la bon fin. appétit, il est 16h30, c'est l'heure de se faire un petit goûter. C'est vrai. Et aussi de taper dans le chat la commande LBP, la banque postale, pour aller voir le site Gaming Pass et puis tout savoir des métiers du gaming. Peut-être que ce sera une manière pour vous de vous exprimer dans vos envies à venir. En tout cas, prenez soin de vous et puis on se tient au courant pour la suite. Et peut-être un autre format, le parcours de streameuse. Merci Marie. Merci à toi. Merci le chat, salut.